Mon mari me maintenait au sol pendant que sa maîtresse me coupait les cheveux. Ce furent les derniers mots qu'elle murmura avant de cesser de se souvenir comment respirer. La scène s'était produite des heures plus tôt, pourtant la morsure du rasoir tranchant ses tresses pulsait encore derrière ses yeux. Il l'avait traînée de force dans le salon, cette même pièce où elle lui préparait autrefois son bœuf bourguignon et ses crêpes, ses plats préférés. Il avait écrasé son poignet contre le sol pendant que l'autre femme, Chloé, le visage déformé par un ricanement victorieux, enfonçait la lame dans chaque mèche de cheveux qu'elle pouvait atteindre. Sa grossesse la rendait faible, vulnérable. Son ventre se contracta douloureusement alors qu'elle se débattait, mais la trahison la coupait plus profondément que n'importe quelle lame. Il ne détourna pas le regard. Il ne cligna même pas des yeux. Il la laissa être humiliée comme si elle n'était rien de plus qu'un fardeau dont il attendait impatiemment de se débarrasser. Quand ce fut terminé, la maîtresse jeta les touffes tressées sur le parquet comme des ordures. Chacune atterrissant avec un bruit sourd et mou qui résonnait plus fort que n'importe quel cri qu'elle aurait pu pousser. Elle passa un seul appel téléphonique. Ce qui suivit les détruisit tous les deux. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, si vous vous êtes déjà senti seul au moment où vous aviez le plus besoin d'aide, vous devez suivre cette histoire jusqu'à la toute fin. Ce que ses frères ont fait vous choquera, mais ce qu'elle est devenue vous inspirera. Ne sautez aucun chapitre. Chacun compte. Et si vous croyez que la justice devrait toujours rattraper ceux qui se croient intouchables, abonnez-vous dès maintenant. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Stéphane se releva, s'époussetant les mains comme si le simple fait de l'avoir touché l'avait contaminé. Sors d'ici, dit-il, sa voix plate et définitive. Il n'y avait aucune colère, aucune émotion, juste un renvoi froid et glacial. Il la traita de parasite, insista que le bébé n'était pas de lui, affirma qu'elle avait ruiné son avenir. Chaque mot s'abattit comme une pierre contre sa poitrine. Elle essaya de parler, d'articuler la question qui la brûlait, comment l'homme qu'elle avait épousé avait-il pu devenir cet étranger? Mais il n'attendit pas de réponse. Il la poussa violemment vers la porte, son corps heurtant lourdement le mur. Et puis elle fut dehors. La porte claqua si fort que la fenêtre de l'entrée trembla. La pluie s'abattit immédiatement sur elle, une pluie glaciale de Normandie qui traversa ses sandales d'hôpital et s'infiltra dans ses vêtements déchirés. Elle resta là, dans la rue déserte du petit village, grelottant, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre comme pour protéger le bébé de la cruauté qui venait de se déchaîner. Elle sortit son téléphone avec des doigts tremblants et parcourut ses contacts. Maya bloquée, Nadia bloquée, Essa bloquée. Un par un, chaque nom qu'elle essayait de joindre lui renvoyait le même message froid et impersonnel. Stéphane avait déjà coupé toutes ses connexions, l'isolant si complètement que même le fait de tendre la main ressemblait à griffer des murs inébranlables. La pluie redoubla d'intensité, lavant les plaques de son cuir chevelu où ses cheveux avaient été arrachés. Et elle pressa sa main plus fort contre son ventre. « Je suis désolée », murmura-t-elle à la vie qui grandissait en elle. Mais désolée n'était pas un abri. Désolée n'était pas un refuge. Désolée n'était qu'un autre mot se noyant dans la tempête. Elle fit défiler la liste plus loin, dépassant les noms bloqués, les espaces vides où se trouvaient autrefois des amis, jusqu'à ce qu'elle le voie. Nicolas, son frère aîné. Celui que Stéphane l'avait convaincu de haïr. Celui qui, selon lui, ne lui pardonnerait jamais de l'avoir choisi lui plutôt que sa famille. Son pouce plana au-dessus de l'écran. Et si Stéphane avait raison? Et si Nicolas la rejetait aussi? Et si c'était le rejet final qui briserait le peu qui restait d'elle? Mais elle n'avait nulle part où aller, personne d'autre à appeler, aucun autre choix. Alors elle tapa, ses doigts tremblant si fort que les mots sortirent brisés. Nicolas, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît. Elle appuya sur envoyer avant que la peur ne puisse l'arrêter, puis fixa l'écran, regardant la pluie brouiller les lettres. Une minute passa, puis deux. Elle se dit qu'il ne répondrait pas. Il dormait probablement. Il avait probablement supprimé son numéro il y a des années. Il avait probablement tourné la page sur la sœur qui avait disparu dans les mensonges d'un homme. Mais alors, son téléphone vibra. Un message. Son cœur sursauta alors qu'elle l'ouvrait. Sa vision se brouillant sous la pluie et les larmes. Petite sœur, où es-tu? 3 mots. C'est tout ce qu'il fallut. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra sur le pavé mouillé, serrant le téléphone comme si c'était la seule chose solide qui restait dans le monde. Pour la première fois cette nuit-là, elle se laissa pleurer.
Pas les larmes silencieuses qu'elle avait ravalées dans la maison de Stéphane, mais des sanglots bruts et haletants qui lui déchiraient la poitrine. Elle tapa sa localisation avec des mains tremblantes. Chaque lettre une lutte. Rue de l'Orme et 4e. Il m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. La réponse arriva en quelques secondes. Reste exactement où tu es. Ne bouge pas. J'arrive maintenant. Manon enroula ses bras autour d'elle, se balançant légèrement alors que la pluie continuait son assaut. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle ne savait pas comment Nicolas la trouverait ni ce qu'il dirait en la voyant ainsi, brisée, humiliée, méconnaissable. Mais quelque chose en elle changea. Une minuscule lueur d'espoir qu'elle pensait éteindre des heures plus tôt. Elle pressa de nouveau sa main contre son ventre. Cette fois, non pas en guise d'excuse, mais de promesse. Nous allons nous en sortir, murmura-t-elle. Elle ne savait pas si c'était vrai, mais elle avait besoin d'y croire. Puis elle l'entendit, un son perçant la pluie, devenant plus fort à chaque seconde. Le vrombissement profond et rythmé des pales d'un hélicoptère fendant le ciel nocturne. Manon leva les yeux, l'eau de pluie ruisselant sur son visage, et vit des lumières percer la tempête. Son cœur battait la chamade. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Ses frères arrivaient. Et quand ils arriveraient, tout changerait. L'hélicoptère descendit, ses pales fouettant la pluie en spirale sauvage. Et à travers le flou, elle vit une silhouette sortir. Nicolas, grand, stable, son expression taillée dans la pierre et la fureur. Derrière lui vinrent deux autres, Léo et Lucas. Ils se déplaçaient vers elle avec détermination, leurs yeux balayant sa silhouette tremblante comme pour évaluer les dommages causés à quelque chose de précieux. Nicolas l'atteignit le premier, s'agenouillant sous la pluie sans hésitation. « Petite sœur, dit-il, sa voix se brisant très légèrement. Je te tiens maintenant. » À ce moment, quelque chose en Manon bascula. Elle ne le savait pas encore, mais son monde entier était sur le point de changer. Nicolas arriva le premier, sortant de l'hélicoptère avec une rage si froide qu'elle rendait l'air plus rare. Ses yeux trouvèrent Manon immédiatement, et pendant une fraction de seconde, quelque chose se fissura dans son expression. Quelque chose de brut et de non gardé avant que le masque de pierre ne revienne. Derrière lui vinrent Léo et Lucas, leurs visages sculptés par la fureur, à peine contenus sous la surface, leurs mouvements vifs et délibérés alors qu'ils évaluaient les dommages subis par leur sœur. Manon était recroquevillée sur le pavé humide, ses vêtements déchirés collant à sa silhouette grelottante, ses cheveux coupés de manière irrégulière là où le rasoir avait creusé. Elle paraissait si petite que la mâchoire de Nicolas se serra. Il traversa la distance en quelques secondes, s'agenouillant sous la pluie à côté d'elle sans hésitation. « Nous sommes là maintenant, dit-il doucement, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui. Léo enroula une épaisse couverture autour de ses épaules avant qu'elle ne puisse parler, la blottissant doucement autour de son corps tremblant. Lucas s'accroupit, ses yeux scrutant son visage, ses mains, les plaques sur son cuir chevelu, mémorisant chaque détail comme un homme cataloguant des preuves pour une guerre. Aucun d'eux ne demanda ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. La vérité était écrite sur elle en ecchymose, en épuisement et en peur. « Peux-tu te lever » demanda doucement Léo en lui tendant la main. Manon hocha la tête, bien que ses jambes vacillent alors qu'elle essayait de se relever. Nicolas la stabilisa d'un bras tandis que Lucas soutenait son autre côté, et ensemble ils la guidèrent vers l'hélicoptère. Les pales rugissaient au-dessus d'eux, noyant le bruit de la pluie, noyant le monde. Manon venait de s'échapper. Elle jeta un dernier regard à la rue vide, s'attendant à moitié à voir Stéphane apparaître pour lui crier dessus, pour la ramener dans le cauchemar. Mais il n'y avait rien, juste la pluie et l'obscurité et la silhouette estompée d'une vie à laquelle elle n'appartenait plus. Alors qu'il la soulevait dans l'aéronef, elle sentit le poids de la nuit peser sur sa poitrine, menaçant d'écraser le peu de force qui lui restait. Mais la main de Léo se referma sur la sienne, ferme, stable, certaine. « Tu es en sécurité maintenant, dit-il, et la certitude dans sa voix fit couler la première larme qu'elle avait versée depuis leur arrivée. À l'intérieur de l'hélicoptère, le monde devint assourdi. Le rugissement des pales les entourait, mais à l'intérieur de la cabine, il n'y avait que le calme. Manon était assise, enveloppée dans des couvertures, fixant son reflet dans le hublot. Elle ne reconnaissait pas la femme qui la regardait. Ses cheveux étaient massacrés, ses yeux vides, son esprit si fracturé qu'elle ne savait pas comment le reconstituer.
Elle ne pouvait se résoudre à croiser les yeux de ses frères. Elle s'attendait au jugement, à la déception, peut-être même au reproche pour avoir disparu si longtemps dans les mensonges de Stéphane. Mais quand elle leva enfin les yeux, ce qu'elle vit n'était pas de la colère. C'était du chagrin. Nicolas était assis en face d'elle, ses mains serrées en poing, son regard fixé sur elle comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il détournait les yeux. Léo la surveillait attentivement, son expression indéchiffrable, mais sa présence protectrice. Lucas ne disait rien, mais son silence pesait plus lourd que des mots. Il mémorisait ses blessures, mentales, physiques, émotionnelles, comme un homme préparant des preuves pour un règlement de compte. Je ne savais pas où aller d'autre, murmura Manon, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de l'hélicoptère. Nicolas se pencha en avant, ses yeux se fixant sur les siens. Tu aurais dû nous appeler il y a 2 ans, dit-il, sa voix basse, mais pas méchante. Mais tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Elle secoua la tête, les larmes débordant. Il m'a dit que vous me détestiez. Il a dit que vous ne vouliez plus rien avoir à faire avec moi parce que je l'avais choisi lui. La mâchoire de Léo se serra. Et tu l'as cru. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, seulement de la douleur. Manon baissa les yeux sur ses mains. Il m'a fait croire beaucoup de choses. Lucas parla enfin, sa voix calme, mais bordée de quelque chose de dangereux. A-t-il posé les mains sur toi? La question flotta dans l'air comme une lame. Manon hésita, puis hocha lentement la tête. Pas comme tu le penses. Il m'a maintenu au sol pendant qu'elle, sa voix se brisa. Elle ne put finir. Elle n'en avait pas besoin. Les frères échangèrent un regard. Et dans cette communication silencieuse, une décision fut prise. Quoi que Stéphane ait fait, quoi qu'il ait pensé pouvoir s'en tirer, il avait très mal calculé. L'hélicoptère se posa en douceur sur l'héliport du château de Nicolas, une vaste propriété nichée dans le Val-de-Loire, loin de la ville, loin des regards indiscrets, loin du chaos auquel Manon venait d'échapper. Dès qu'ils touchèrent le sol, une équipe médicale attendait. Nicolas avait appelé à l'avance, tout organisant avant même leur atterrissage. Manon fut escortée hors de l'hélicoptère et dans le domaine, ses frères la flanquant comme des sentinelles. Elle voulait protester, dire qu'elle allait bien, mais la vérité était qu'elle n'allait pas bien. Son corps était endolori, son esprit se sentait fracturé. Et le bébé? Elle pressa sa main contre son ventre, la panique montant. Le bébé, dit-elle d'urgence, en regardant Nicolas. Je dois m'assurer que le bébé va bien. Il hocha immédiatement la tête. Les médecins sont prêts. Ils vérifieront tout. Elle fut emmenée directement dans une clinique privée au sein du château, une pièce calme remplie de lumière douce et d'efficacité stérile. Les médecins l'examinèrent pendant que les infirmières soignaient ses blessures, nettoyant les coupures sur son cuir chevelu, vérifiant ses signes vitaux et effectuant des tests pour confirmer la santé du bébé. Manon était allongée sur la table d'examen, fixant le plafond, essayant de digérer le fait qu'elle n'était plus dans cette rue, plus piégée dans la maison de Stéphane, plus seule. Le médecin, une femme aimable aux mains douces, lui sourit. Le rythme cardiaque du bébé est fort, dit-elle. Tout semble stable. Le soulagement submergea Manon si intensément qu'il l'affaiblit presque à nouveau. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler librement maintenant. Son bébé allait bien. Malgré tout, malgré la terreur, la violence et la pluie, son bébé allait bien. À l'extérieur de la salle d'examen, ses frères montaient la garde. Nicolas faisait les 100 pas, son esprit travaillant déjà sur les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas entièrement compris jusqu'à ce soir. Léo s'appuyait contre le mur, les bras croisés, son expression sombre. Lucas se tenait près de la porte, silencieux et vigilant, ses pensées se mouvant comme des engrenages derrière ses yeux. Nous devons tout savoir, dit Nicolas doucement. Chaque détail, chaque mensonge, chaque vol. Léo hocha la tête. Je vais commencer à extraire les dossiers, les comptes bancaires, les transactions, tout ce qui porte son nom. La voix de Lucas était froide. Et nous devons savoir qui d'autre était au courant, qui l'a aidé, qui est resté silencieux. Nicolas se tourna vers eux, les yeux durs. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était calculé. Il l'a isolée exprès, l'a brisée pièce par pièce jusqu'à ce qu'elle n'ait plus nulle part où se tourner. Les poings de Léo se serrèrent. Et puis il l'a jetée comme une ordure. La mâchoire de Lucas se contracta.
il a fait une erreur. Le regard de Nicolas était fixe. Il en a fait plusieurs. Et il est sur le point d'apprendre ce qu'il en coûte de blesser quelqu'un que nous aimons. Quand Manon sortit enfin de la salle d'examen, épuisé mais stable, ses frères attendaient. Nicolas s'avança, son expression s'adoucissant très légèrement. « Le bébé ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, réussissant un faible sourire. Rythme cardiaque fort. Tout est stable. Le soulagement vacilla sur leurs trois visages. Léo expira lentement. Les épaules de Lucas se détendirent juste d'une fraction. Nicolas tendit la main et lui serra doucement l'épaule. « Tu vas te reposer maintenant. Un vrai repos. Personne ne peut t'atteindre ici. Personne ne peut te blesser ici. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes montant à nouveau. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Il secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, Manon. Tu es notre sœur. Nous aurions dû te retrouver plus tôt. » Elle fut conduite à une chambre d'hôte, une pièce remplie de lumière douce et de confort silencieux. Une infirmière l'aida à enfiler des vêtements propres, brossa doucement ce qui restait de ses cheveux et lui apporta une tisane chaude. Manon s'assit sur le bord du lit, regardant par la fenêtre les jardins du château, baignés de clairs de lune. Pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, elle n'avait pas peur. Elle n'attendait pas la prochaine insulte, la prochaine trahison, le prochain moment où Stéphane la démolirait. Elle était simplement là, en sécurité, entourée de personnes qui ne l'avaient pas oubliée. Et alors qu'elle s'allongeait, tirant les couvertures sur elle, une pensée s'installa dans son esprit avec une certitude tranquille. Stéphane n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner, aucun pouvoir restant. Mais il avait tort. Et les frères, qui montaient maintenant la garde devant sa porte, étaient sur le point de lui montrer à quel point il avait tort. Manon se réveilla dans une pièce inondée de soleil. Bien que son cœur se sentît encore lourd de ténèbres, elle s'assit lentement, son corps endolori à des endroits qu'elle n'avait pas remarqués la nuit précédente, essayant de se souvenir comment exister dans un espace où sa douleur n'était pas surveillée, moquée ou utilisée comme une arme. Les draps étaient doux contre sa peau. L'air sentait légèrement la lavande, et pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis le souvenir revint en force. La pluie, l'hélicoptère, les visages de ses frères sculptés par la fureur et le chagrin. Elle était en sécurité. La prise de conscience apporta un soulagement si intense qu'il l'affaiblit presque à nouveau. Une infirmière entra silencieusement, portant un plateau de petit déjeuner, et sourit doucement. « Bonjour, mademoiselle Manon. Les signes vitaux du bébé sont toujours forts. Vous allez bien. » Manon hocha la tête, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre. Le bébé était stable. Ce simple fait l'ancrait alors que tout le reste semblait tourner hors de contrôle. Après avoir mangé, elle sortit dans le couloir et trouva ses frères qui attendaient. Ils se tenaient ensemble près de la fenêtre donnant sur les jardins du château, parlant à voix basse, s'arrêtant dès qu'ils la virent. Nicolas se tourna le premier, son expression s'adoucissant très légèrement. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Manon haussa les épaules, ne faisant pas encore confiance à sa voix. Léo fit un geste vers un salon voisin. « Nous devons parler. Il y a des choses que tu dois savoir. » Son estomac se noua. Elle les suivit dans la pièce, s'installant sur une chaise tandis qu'ils restaient debout. Leur posture tendue par une colère à peine contenue. Nicolas sortit une tablette et la posa sur la table devant elle. « Nous avons fouillé dans les finances de Stéphane, dit-il prudemment. Et ce que nous avons trouvé, il s'interrompit, la mâchoire serrée. Manon, il te vole depuis des mois. » Les mots ne s'enregistrèrent pas au début. Elle le fixa, attendant une clarification, mais son expression ne changea pas. « Me voler » répéta-t-elle lentement. Léo hocha la tête. « Ton compte d'épargne personnel. Celui que ta grand-mère t'a laissé. Il l'a vidé. Chaque centime. » Manon sentit l'air quitter ses poumons. L'argent de sa grand-mère. Le pécule qu'elle avait soigneusement protégé. L'héritage destiné à assurer son avenir, disparut. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Je l'aurais remarqué. Je vérifie ce compte régulièrement. » Lucas prit la parole,
sa voix calme, mais bordée de quelque chose de froid. Il a falsifié ta signature sur des documents bancaires. Transféré des fonds vers des comptes dont tu ignorais l'existence. Certains des bijoux de ta grand-mère ont aussi été vendus. Des pièces que tu pensais probablement encore en lieu sûr. Les mains de Manon se mirent à trembler. Elle se souvint avoir demandé à Stéphane, il y a des mois, où se trouvait le collier de perles de sa grand-mère, celui qu'elle voulait porter pour une photo de famille. Il lui avait dit qu'il était en nettoyage, qu'il irait le chercher bientôt. Elle ne l'a jamais revu. Combien ? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Nicolas hésita. Près de 80 000 €. Peut-être plus. Nous sommes encore en train de tout tracer. Le chiffre la frappa comme un coup physique. 80 000 €. Tout son filet de sécurité, l'argent qu'elle prévoyait d'utiliser pour le bébé, pour les urgences, pour recommencer si jamais elle en avait besoin, volé par l'homme qui avait promis de la protéger. Léo continua, son ton mesuré mais ferme. C'est pire que ça. Il a injecté de grosses sommes dans les projets de Chloé, des campagnes de mode, des entreprises, des choses qu'il prétendait être des investissements. Il a utilisé ton argent pour financer ses rêves tout en te disant qu'il n'y en avait pas assez pour les tiens. Manon sentit la bile lui monter à la gorge. Chaque fois qu'elle avait demandé à Stéphane de créer sa propre entreprise, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Chaque fois qu'elle avait mentionné de retourner à l'école, il avait dit que l'argent était rare. Pendant ce temps, il vidait ses comptes pour élever la femme qui finirait par l'humilier avec un rasoir. A-t-il planifié cela depuis le début ? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. L'expression de Lucas s'assombrit. Nous avons trouvé des messages entre Stéphane et un ami. Il remonte à près d'1 an. Des efforts coordonnés pour t'isoler de nous, de tes amis, de quiconque pourrait remettre en question ce qu'il faisait. Il avait besoin que tu sois dépendante, contrôlable, seule. Manon ferma les yeux, essayant de traiter la profondeur de la trahison. Ce n'était pas seulement de la cruauté. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était une destruction systématique exécutée avec précision et patience. Elle l'avait aimé, lui avait fait confiance, avait construit une vie avec lui, et il l'avait démantelé pièce par pièce, attendant le moment où il ne lui resterait plus rien. Pourquoi ? Murmura-t-elle. Pourquoi ferait-il ça ? Nicolas s'agenouilla devant elle, ses yeux rencontrant les siens. Parce que les gens comme Stéphane ne voient pas l'amour comme un partenariat. Ils le voient comme une propriété. Et quand tu as cessé d'être utile, quand le bébé a compliqué les choses, il a décidé de te jeter. La voix de Léo était tendue de colère. Il pensait que tu n'avais personne, pas de famille, pas de ressources, aucun moyen de te défendre. C'est pourquoi il t'a isolée si complètement. Il te voulait impuissante. Manon sentit quelque chose changer en elle, quelque chose de plus dur, de plus tranchant, de plus solide que le chagrin qui l'avait noyé. Elle n'était pas stupide. Elle n'était pas aveugle. Elle avait simplement cru en un amour qui n'avait jamais vraiment existé. Mais maintenant, avec la vérité mise à nu devant elle, elle comprit. Stéphane ne lui avait pas seulement brisé le cœur. Il avait essayé de l'effacer entièrement, et il avait presque réussi. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle, levant les yeux vers ses frères. Nicolas se leva, son expression résolue. Maintenant, nous nous assurons qu'il paie pour chaque euro volé, chaque signature falsifiée, chaque mensonge. Nous déposons des plaintes auprès des autorités. Nous gelons les comptes. Nous récupérons ce que nous pouvons. Lucas ajouta, et nous nous assurons qu'il ne s'approche plus jamais de toi. Léo sortit quelque chose sur son téléphone et le montra à Manon. Son souffle se coupa. C'était une photo postée en ligne. Stéphane et Chloé souriant dans un bistrot parisien. Des coupes de champagne levées. La légende disait « Nouveau départ avec mon amour ». Le message datait de la nuit dernière, quelques heures après qu'il ait jeté Manon sous la pluie. Elle fixa l'image, sentant un étrange engourdissement s'installer en elle. Il célébrait pendant qu'elle était assise dans une rue froide, brisée et saignante. Il trinquait à leur avenir. Chloé portait un collier que Manon reconnut, les perles de sa grand-mère. Celle que Stéphane disait être en nettoyage. La voix de Léo était calme mais féroce. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent que tu es parti. Oubliez,
effacés. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Manon regarda la photo pendant un long moment, puis rendit le téléphone. Bien, dit-elle doucement. Laissez-les célébrer. Laissez-les penser qu'ils s'en sont tirés. Elle croisa le regard de Nicolas et pour la première fois depuis son arrivée, sa voix avait du poids. Parce que lorsque la vérité les rattrapera, je veux qu'ils se souviennent de ce moment. Je veux qu'ils se souviennent à quel point ils se sentaient confiants juste avant que tout ne s'effondre. Nicolas sourit, un sourire froid et dangereux. Ça, c'est ma sœur. Lucas hocha la tête d'un air approbateur. Léo croisa les bras, une lueur de satisfaction sur son visage. La pièce tomba dans le silence pendant un moment, le poids de ce qui allait arriver s'installant sur eux comme une tempête qui prend de la force. Manon se leva lentement, ses jambes plus stables que la nuit précédente. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda les jardins du château, la lumière du soleil se déversant sur les jardins à la française et les arbres lointains. Quelque part là-bas, Stéphane vivait sa meilleure vie, croyant qu'il avait échappé aux conséquences, croyant que Manon disparaîtrait dans le néant. Mais il avait tort. Et le règlement de compte qu'il n'avait jamais vu venir était déjà en marche. Elle se tourna vers ses frères, son expression calme, mais résolue. Je veux tout savoir. Chaque compte qu'il a touché, chaque mensonge qu'il a raconté, chaque personne qu'il a aidée. Nicolas hocha la tête. Nous te donnerons chaque détail. Elle prit une profonde inspiration, sentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Pas sur Stéphane, pas sur le passé, mais sur son propre avenir. Alors commençons. Et à ce moment, entourée par les frères qui avaient refusé de la laisser tomber, Manon fit un choix. Elle n'allait pas se cacher. Elle n'allait pas disparaître. Elle n'allait pas laisser la cruauté de Stéphane définir le reste de sa vie. Elle avait été enterrée vivante dans les mensonges de quelqu'un d'autre. Mais le sol bougeait maintenant, et elle se relevait. Ses frères étaient déterminés à lui déblayer le chemin. Mais elle connaissait la vérité. Elle devrait le parcourir elle-même. Et elle le ferait, un pas à la fois. Elle récupérerait tout ce que Stéphane avait essayé de voler. À commencer par maintenant. Stéphane ne célébrait pas aussi bruyamment qu'il le prétendait. Sous les légendes et les filtres, sous les photos soigneusement mises en scène avec Chloé drapée sur son bras, il ressentait une peur lancinante qu'il ne pouvait secouer. Manon était partie. Vraiment partie. Et une petite partie de lui savait qu'il avait fait une erreur. Une erreur bien plus grande que des vidéos d'humiliation et des comptes bancaires volés. Il fixait l'écran de son téléphone, faisant défiler les commentaires sous leur publication de célébration, mais les mots se brouillaient. Quelque chose n'allait pas, comme s'il avait touché à la mauvaise vie, comme s'il avait franchi une ligne qu'il ne comprenait pas entièrement. Chloé remarqua sa distraction et se pencha plus près, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Tu n'as pas de doute à son sujet, n'est-ce pas ?» Stéphane secoua rapidement la tête. « Non, bien sûr que non. Je m'assure juste, il s'arrêta, cherchant des mots qui ne le feraient pas paraître faible. Je m'assure juste qu'elle ne tente rien de stupide. » Chloé rit, le son aigu et méprisant. Que pourrait-elle bien faire ? Elle n'a personne, Stéphane. Pas d'argent, pas d'amis, pas de famille. On s'en fiche ? Elle reviendra en rampant un jour, suppliant une autre chance. Elles le font toujours. Stéphane voulait la croire. Il avait besoin de la croire. Mais quelque part au fond de son esprit, une voix murmurait qu'il avait sous-estimé quelque chose de crucial. Le premier signe de problème apparut 2 jours plus tard. Stéphane tenta d'accéder à son compte professionnel principal et le trouva gelé. Il fixa l'écran, la confusion se transformant rapidement en panique. Il rafraîchit la page, pensant que c'était un bug, mais le message resta. Compte temporairement restreint en attente d'enquête. Ses mains tremblaient alors qu'il appelait la banque, sa voix tendue par un calme forcé. Il y a eu une erreur. Mon compte est gelé. J'ai besoin qu'il soit débloqué immédiatement. Le ton du représentant était poli mais ferme. Je suis désolé, monsieur, mais votre compte a été signalé pour activité suspecte. Nous travaillons avec les autorités pour examiner les transactions récentes. Vous devrez parler à notre service de lutte contre la fraude. La gorge de Stéphane se serra. Fraude ? Il n'y a pas de fraude.
C'est mon argent. Le représentant ne flancha pas. Nous vous contacterons une fois l'examen terminé. Bonne journée. La ligne se coupa. Stéphane resta figé, le téléphone toujours pressé contre son oreille, son esprit tournant à plein régime. Comment était-ce possible? Qui avait signalé son compte? Il essaya un autre compte. Même résultat. Puis un autre. Gelé, restreint, en cours d'examen. La panique lui griffait la poitrine. Chloé entra dans la pièce, son expression déjà aigre. Mon agent vient d'annuler 3 contrats, dit-elle, sa voix montant de frustration. 3 contrats majeurs, Stéphane. Il invoque un risque de réputation. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Stéphane ne répondit pas. Il était trop occupé à faire défiler ses emails, regardant les messages de ses partenaires commerciaux s'accumuler, chacun plus urgent que le précédent. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Des préoccupations ont été soulevées concernant des transactions récentes. Les investisseurs demandent un audit complet. Son téléphone vibra avec un appel de son partenaire commercial, Thierry. Stéphane répondit rapidement. Thierry, qu'est-ce qui se passe? Mes comptes sont gelés. Thierry le coupa, son ton sec et froid. Je ne sais pas ce que tu as fait, Stéphane, mais tu dois régler ça vite. Les gens posent des questions. Je n'ai pas de réponse aux questions sur des fonds manquants, des documents falsifiés, des transferts non autorisés. C'est grave. L'estomac de Stéphane se noie. Je n'ai rien fait de mal. C'est un malentendu. Le rire de Thierry était amer. Alors tu ferais mieux de clarifier ça avant que ça nous enterre tous. Je me tiens à distance jusqu'à ce que tu aies réglé ça. La ligne se coupa. Stéphane fixa son téléphone, sentant les murs se refermer sur lui. La voix de Chloé perça sa spirale. Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens nous traitent-ils soudainement comme des criminels? Il la regarda, la colère brillant dans ses yeux. Je ne sais pas, Chloé. Peut-être parce que tu m'as convaincu de jeter ma femme enceinte dans la rue et de l'humilier publiquement. Le visage de Chloé se tordit d'indignation. N'ose pas me rejeter la faute dessus. Tu la voulais partie autant que moi. Tu disais qu'elle te freinait. Tu te souviens? Tu disais qu'elle n'était rien. Stéphane passa ses mains dans ses cheveux, arpentant la pièce. Je ne pensais pas, il s'arrêta. Il ne pensait pas quoi? Qu'il y aurait des conséquences, que quelqu'un remarquerait, que Manon avait des gens qui se souciaient réellement d'elle. Chloé croisa les bras, sa voix tranchante. Règle ça, Stéphane. Quoi que tu aies fait, annule-le. Je ne vais pas tout perdre parce que tu n'as pas su couvrir tes traces. Il se tourna vers elle, la fureur montant. Tu penses que j'ai planifié ça? Tu penses que je voulais que mes comptes soient gelés et que mon entreprise s'effondre? Elle s'approcha, ses yeux durs. Je pense que tu as été négligent et que maintenant nous en payons tous les deux le prix. Stéphane attrapa son téléphone et essaya d'appeler l'ancien numéro de Manon, désespéré pour un semblant de contrôle. L'appel n'aboutit pas. Numéro déconnecté. Il essaya à nouveau. Même résultat. La panique le submergea. Où était-elle? Qui l'aidait? Il pensait qu'elle n'avait personne, pas de ressources, aucun moyen de se défendre. Mais quelqu'un agissait contre lui avec précision et puissance. Et il ne pouvait pas voir qui. Chloé le regardait sombrer, sa propre peur grandissant. Et si elle était allée à la police? Demanda-t-elle doucement. La tête de Stéphane se redressa brusquement. Elle ne le ferait pas. Elle n'a aucune preuve de quoi que ce soit. La voix de Chloé monta. Tu lui as volé, Stéphane. Tu as falsifié sa signature. Si elle a des dossiers, si quelqu'un l'a aidé à trouver les transactions, elle ne termina pas. L'implication flottait dans l'air comme un nœud coulant qui se resserrait. Stéphane s'assit lourdement, son esprit passant en revue chaque décision, chaque transfert, chaque mensonge. Il avait été si prudent, si calculateur. Comment tout cela pouvait-il s'effondrer si rapidement? Son téléphone vibra à nouveau. Un email de son avocat. Stéphane, nous devons nous rencontrer. J'ai reçu des demandes de renseignement des forces de l'ordre concernant des irrégularités financières associées à votre nom.
Ne parlez à personne avant que nous nous soyons entretenus. Le sang de Stéphane se glaça. Force de l'ordre. Les mots résonnaient dans son esprit, devenant plus forts à chaque répétition. Ce n'étaient pas seulement des comptes gelés ou des contrats annulés. C'était une enquête criminelle. Il regarda Chloé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ils viennent me chercher. Elle le fixa, le visage pâle. Qui vient te chercher? Il secoua la tête, incapable de répondre. Il ne savait pas. Mais quelque part au fond de son esprit, il se souvint du regard de Manon cette nuit-là, brisée, humiliée, vaincue. Il se souvint avec quelle facilité elle s'était effondrée sous ses mots, à quel point elle avait cru à ses mensonges. Il avait supposé qu'elle resterait brisée. Il avait supposé qu'elle n'avait personne vers qui se tourner. Mais et s'il avait tort? Et si la femme qu'il avait jetée comme un déchet avait des gens assez puissants pour démanteler sa vie pièce par pièce? Ses pensées lui glacèrent le sang. Chloé arpentait la pièce, sa voix frénétique. Nous devons partir. Aller quelque part où ils ne peuvent pas nous trouver. Recommencer. Stéphane rit amèrement. Avec quel argent, Chloé? Tout est gelé. Nous n'avons rien. Elle s'arrêta, la réalisation se dessinant sur son visage. Ils étaient piégés. L'empire qu'ils avaient bâti sur des fonds volés et l'arrogance s'effondrait. Et il n'y avait nulle part où fuir. Le téléphone de Stéphane vibra une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. Le message était simple. Juste 4 mots. Tu as fait une erreur. Pas de signature, pas d'explication, juste une certitude froide. Stéphane fixa l'écran, son cœur battant la chamade. Qui avait envoyé ça? Comment avait-il eu son numéro? Il voulait répondre, exiger des réponses. Mais ses doigts ne bougeaient pas. Car au fond de lui, il savait qu'il avait fait une erreur catastrophique et irréversible. Il avait sous-estimé la femme qu'il avait détruite. Il avait sous-estimé les gens qu'il aimait. Et maintenant, alors que son monde s'effondrait autour de lui, il réalisa quelque chose de terrifiant. Il n'avait aucune idée de qui il combattait vraiment. Manon était partie, disparue dans une vie à laquelle il ne pouvait accéder, protégé par des forces qu'il ne pouvait voir. Et les fissures dans son trône s'élargissaient en gouffres qu'il ne pourrait jamais franchir. La voix de Chloé le ramena à la réalité. Stéphane, dis quelque chose. Que allons-nous faire? Il la regarda, voyant pour la première fois à quel point leur alliance était fragile. Elle n'était pas loyale. Elle était opportuniste. Et dès que les choses empireraient, elle l'abandonnerait sans hésitation. Il était seul. Vraiment seul. Et quelque part là-bas, les gens à qui il avait fait du tort ne faisaient que commencer. Manon commença à guérir lentement. Chaque matin apportait un peu plus de force, un peu plus de couleur sur ses joues, un peu plus de présence dans sa voix. Ses cheveux avaient commencé à repousser, de manière inégale, mais douce, un rappel silencieux de ce qu'elle avait enduré et de ce qu'elle avait survécu. Elle passait les après-midi à se promener dans les jardins du château de Nicolas, le soleil chaud sur sa peau, le chant des oiseaux remplissant l'air de quelque chose qu'elle avait presque oublié, la paix. Les soirées étaient consacrées à l'écriture, à mettre par écrit les pensées qui s'en mêlaient dans son esprit, à donner des mots aux sentiments qu'elle avait si longtemps réprimés. Et les nuits, enfin, étaient pour dormir sans peur. Plus besoin d'écouter les bruits de pas. Plus besoin de se préparer aux insultes. Plus besoin de se demander quand la prochaine trahison viendrait. Ses frères planaient protecteurs mais respectueusement, lui donnant de l'espace tout en restant assez proche pour qu'elle ne se sente plus jamais seule. C'était un équilibre dont elle ne savait pas avoir besoin jusqu'à ce qu'elle l'ait. Elle suivait une thérapie 3 fois par semaine, assise en face du docteur Monique Dubois, une femme dont la présence calme facilitait le déballage du poids que Manon portait. « Parlez-moi du moment où vous avez réalisé que quelque chose n'allait pas », dit le docteur Dubois lors d'une séance. Manon réfléchit longtemps avant de répondre. « Je ne pense pas qu'il y ait eu un seul moment. C'était progressif, comme regarder un coucher de soleil. On ne remarque pas à quel point il fait sombre jusqu'à ce que soudain, on ne puisse plus rien voir. » Le docteur Dubois hocha la tête. « Et quand avez-vous commencé à y voir de nouveau ?» La voix de Manon était douce mais stable. « Quand mon frère a répondu au téléphone.
quand j'ai réalisé que je n'étais pas aussi seul que Stéphane me l'avait fait croire. Les séances étaient difficiles, faisant remonter des souvenirs qu'elle voulait enterrer, la forçant à affronter à quel point la manipulation s'était enracinée dans son sens de soi. Mais à chaque conversation, à chaque percée, elle se sentait plus légère, plus forte, plus comme la femme qu'elle était avant que Stéphane ne la convainque qu'elle n'était rien. Ses frères la tenaient au courant des progrès de leur enquête, bien qu'ils fassent attention de ne pas la submerger. Nicolas rencontra des conseillers financiers, examinant les rapports compilés à partir de mois de fouilles. Il s'assit avec Manon un après-midi, étalant des documents sur la table. « Nous avons récupéré environ 60% de ce qu'il a pris, dit Nicolas, son ton mesuré. Le reste est bloqué sur des comptes que nous sommes encore en train de tracer. Ça prendra du temps, mais nous le récupérons. » Manon regarda les chiffres, chacun représentant un morceau de sa vie que Stéphane avait volé. Elle pleura sur l'héritage volé, sur les documents falsifiés, sur la façon dont elle avait disparu de sa propre vie pendant si longtemps. Mais chaque larme emportait un poids hors de son corps, faisant place à quelque chose de plus stable, de plus tranchant et de plus ancré. Léo entra dans la pièce, tenant son ordinateur portable. « Tu dois voir ça, dit-il, son expression tendue. » Il tourna l'écran vers Manon. C'était un article de presse. Le titre disait « Un homme d'affaires local sous enquête pour fraude financière ». Le nom de Stéphane était en première page. Sa photo suffisante d'un événement d'entreprise la fixait. L'article détaillait des comptes gelés, des transactions suspectes et des enquêtes en cours par les forces de l'ordre. Manon le lut lentement, ses émotions tourbillonnant entre la justification et le vide. « Comment te sens-tu » demanda Léo prudemment. Manon posa l'ordinateur portable, sa voix calme. « Je ne sais pas. Je pensais que je me sentirais satisfaite. Mais je me sens juste, » elle s'arrêta, cherchant le mot. « Fatiguée. » Nicolas posa une main sur son épaule. « C'est normal. Tu n'es pas obligé de célébrer sa chute. Tu as le droit de te concentrer sur toi-même. » Elle hocha la tête, reconnaissante de la permission de ressentir ce qu'elle ressentait sans jugement. Lucas entra, son expression indéchiffrable comme toujours. La police est venue à sa porte ce matin, lui a demandé de venir pour un interrogatoire. L'estomac de Manon se noua, et les lèvres de Lucas se courbèrent en un faible sourire froid. Il a refusé, a immédiatement pris un avocat, ce qui ne fait que le faire paraître pire. Léo se renversa dans sa chaise. Chloé se distance publiquement, elle a publié une déclaration affirmant qu'elle n'avait aucune connaissance de ses activités. Elle l'a jeté sous le bus pour se sauver. Manon n'était pas surprise. La loyauté de Chloé avait toujours été conditionnelle, basée sur la commodité plutôt que sur la connexion. « Et ses partenaires commerciaux ?» demanda-t-elle. Le ton de Nicolas était satisfait. La plupart ont coupé les ponts. Ceux qui sont encore impliqués se démènent pour couvrir leurs propres traces. La réputation de Stéphane est détruite. Manon absorba l'information, ressentant un étrange détachement. C'était l'homme qui avait autrefois contrôlé chaque aspect de sa vie. Qui l'avait fait se sentir petite et sans valeur. Qui lui avait volé son argent et sa dignité. Maintenant, il se débattait, désespéré, faisant face à des conséquences qu'il n'avait jamais cru l'atteindrait. Elle réalisa qu'elle ne se remettait pas seulement. Elle se reconstruisait. Et tandis que le monde de Stéphane se détériorait, le sien prenait forme à nouveau, plus fort qu'avant. Les mots du docteur Dubois résonnaient dans son esprit d'une séance précédente. La guérison ne consiste pas à effacer ce qui s'est passé. C'est à se réapproprier qui vous êtes malgré tout. Manon comprenait maintenant. Elle n'essayait pas de redevenir la femme qu'elle était avant Stéphane. Cette femme était trop confiante, trop disposée à ignorer les signaux d'alarme, trop désespérée de croire que l'amour pouvait tout réparer. La femme qu'elle devenait était plus sage, plus prudente, plus consciente de sa propre valeur. Elle ne laisserait plus personne la faire se sentir petite. Les jours se transformèrent en semaines et la routine de Manon se solidifia. Promenade matinale, séance de thérapie, après-midi passé à examiner des documents financiers avec des conseillers qui la traitaient avec respect, qui lui expliquaient chaque détail patiemment, qui lui donnaient le contrôle sur les décisions qui affectaient son avenir. Elle rencontra une avocate pour discuter de ses options concernant le bébé, s'assurant que des protections légales étaient en place pour que Stéphane ne puisse jamais réclamer la garde ou utiliser l'enfant comme moyen de pression. L'avocate,
une femme vive nommée Maître Valérie Martin, la rassura. Compte tenu de la violence documentée, du vol et de l'enquête en cours, vous avez de solides motifs pour obtenir la garde exclusive, et une ordonnance restrictive si nécessaire. Manon sentit un soulagement l'envahir. Son bébé serait en sécurité, protégé, à l'abri du chaos que Stéphane avait créé. Un soir, alors qu'elle était assise dans le jardin, regardant le coucher du soleil, Léo la rejoignit. Il s'assit tranquillement un moment avant de parler. « Tu es différente, dit-il. » Ce n'était pas une question. Manon sourit faiblement. Je devais l'être. Léo étudia son profil. Tu sais qu'il essaie de te joindre, n'est-ce pas? Stéphane. Il a tenté de trouver des moyens de te contacter. Le sourire de Manon s'effaça. Je m'en doutais. La voix de Léo se durcit. Il n'y arrivera pas. Nous nous en sommes assurés. Mais je voulais que tu saches qu'il est désespéré. Les gens font des choses dangereuses quand ils sont désespérés. Manon se tourna vers lui, ses yeux clairs. Je n'ai plus peur de lui, Léo. Il m'a pris tout ce qu'il pouvait. Il n'y a plus rien à prendre pour lui. Léo hocha lentement la tête, une lueur de fierté sur son visage. Bien, parce que la femme que je regarde en ce moment, elle est plus forte qu'il ne l'a jamais été. Pendant que Manon retrouvait sa voix, le monde de Stéphane continuait de s'effondrer. D'anciens amis prirent leur distance, ne voulant pas être associés au scandale. Les réseaux sociaux bourdonnaient de spéculations et de jugements. Les investisseurs exigeaient le remboursement des pertes liées à sa mauvaise gestion. Chloé, fidèle à elle-même, disparut complètement de sa vie, bloquant ses appels et effaçant de ses réseaux sociaux toute trace de leur relation. Stéphane se retrouva seul d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée possible. Pas l'isolement qu'il avait infligé à Manon, mais celui né des conséquences qu'il ne pouvait pas manipuler pour s'en sortir. Il essaya tout. Des déclarations de contrôle des dommages qui ne firent qu'empirer les choses. Des réunions avec des avocats qui lui dirent que les preuves étaient accablantes. Des tentatives d'accéder à des comptes cachés qui étaient déjà gelés. Chaque porte qu'il essayait d'ouvrir se refermait sur son nez. Et à travers tout cela, une pensée le hantait. Où était Manon? Qui la protégeait? Comment était-elle devenue intouchable alors qu'il avait tant travaillé pour la rendre impuissante? Manon, cependant, choisit de ne pas suivre sa chute. Elle n'en avait pas besoin. Elle se concentrait sur son enfant et sur la vie qu'elle avait encore l'intention de vivre. Elle recommença à dessiner, ce qu'elle n'avait pas fait depuis avant de rencontrer Stéphane. Des dessins simples au début, des fleurs, des paysages, des motifs abstraits. Mais progressivement, les croquis devinrent plus intentionnels. Des ébauches pour un concept de petite entreprise qu'elle avait autrefois rejeté. Des idées pour un espace où des femmes comme elle pourraient trouver du soutien, des ressources et une communauté. Elle partagea les croquis avec ses frères un soir au dîner. Nicolas les étudia attentivement, puis la regarda avec fierté. C'est brillant, Manon. Tu devrais faire ça. Elle hésita. Je ne sais pas si je suis prête. La voix de Lucas était ferme. Tu ne te sentiras jamais complètement prête. Mais tu es assez forte, et nous te soutiendrons à chaque étape. Léo sourit. De plus, tu as déjà survécu à la partie la plus difficile. Construire quelque chose de nouveau, ce sera facile comparé à ce que tu as déjà surmonté. Manon regarda ses frères, sentant la gratitude monter dans sa poitrine. Il l'avait sauvée, oui, mais plus que ça, il lui avait rappelé qu'elle valait la peine d'être sauvée, que ses rêves comptaient, que sa voix méritait d'être entendue. Et alors qu'elle était assise là, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement, elle réalisa quelque chose de profond. Le plus grand échec de Stéphane n'était pas le vol, la cruauté ou les mensonges. C'était de croire que la brisée serait permanente. Parce qu'elle n'était pas brisée, elle se reconstruisait. Et la vie qu'elle créait, brique par brique, choix par choix, souffle par souffle, était entièrement la sienne. Les frères n'avaient jamais eu l'intention que la souffrance de Manon devienne un spectacle. Mais la vérité avait une façon de s'infiltrer à travers les fissures, même celles soigneusement contrôlées. Tout a commencé lorsqu'une journaliste a pris contact avec des soupçons concernant l'effondrement financier soudain de Stéphane. La journaliste, une femme nommée Sandrine Leroy, suivait les irrégularités financières dans les entreprises locales et avait remarqué des schémas qui ne collaient pas. Elle contacta le bureau de Nicolas, demandant une interview sur l'enquête en cours.
Nicolas rejeta poliment la demande, son ton ferme mais professionnel. La vie privée de ma sœur n'est pas à discuter. Si vous avez des questions sur des crimes financiers, adressez-les aux autorités qui s'occupent de l'affaire. Sandrine respecta la limite, mais continua de creuser, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire que des comptes gelés et des audits d'entreprise. Léo, remarquant la curiosité croissante en ligne sur la chute de Stéphane, traça la fuite jusqu'à l'un des propres associés de Stéphane, un homme nommé Olivier, qui avait paniqué sous l'enquête et avait commencé à parler à quiconque voulait bien l'écouter, espérant se distancier des retombées. L'histoire se propagea plus vite que prévu. Pas les détails personnels, pas la violence, pas l'humiliation. La vie privée de Manon restait protégée par la gestion prudente de ses frères, mais la fraude documentée, les actifs volés et les transferts illégaux placèrent Stéphane sous un feu des projecteurs accablants qui devenait de plus en plus brillant chaque jour. Les titres apparurent sur les sites d'information locaux. Un homme d'affaires accusé de détournement de l'héritage de sa femme. L'enquête sur la fraude financière s'élargit alors que d'autres victimes se manifestent. D'anciens partenaires affirment un schéma de tromperie s'étendant sur des années. Chaque article ébréchait l'image que Stéphane avait tant travaillé à construire, révélant la pourriture sous la surface polie. Alors que l'histoire gagnait en ampleur, Chloé tenta de se distancier publiquement, publiant des déclarations soigneusement répétées par l'intermédiaire de son agent. Je n'avais aucune connaissance des malversations financières de M. Stéphane et je coopère pleinement avec les enquêteurs. J'ai été trompé autant que n'importe qui d'autre. Mais Internet était impitoyable. Des captures d'écran firent surface. Des messages entre Chloé et Stéphane discutant de transferts, de vente de bijoux et de stratégies pour garder certaines transactions cachées. Des reçus apparurent montrant sa participation directe aux dépenses d'argent qui ne leur appartenaient pas. Son innocence soigneusement élaborée s'effondra sous le poids de preuves qu'elle ne pouvait nier. Manon regardait tout cela se dérouler à distance. Ses frères la protégeaient du pire du bruit, filtrant les mises à jour pour qu'elle ne voie que ce qui était nécessaire, jamais les spéculations cruelles ou les commentaires invasifs qui accompagnent toujours les scandales publics. Mais elle en vit assez pour comprendre que le karma était simplement arrivé, portant une armure plus solide que sa propre colère. Elle ne ressentait pas de joie à la chute de Stéphane, seulement un étrange vide creux. Il lui avait tant pris, volé des morceaux de son identité qu'elle essayait encore de récupérer, mais elle refusait de le laisser prendre sa paix également. Au lieu de cela, elle se concentra sur les examens de santé de son bébé, assistant à des rendez-vous où les médecins confirmaient que tout progressait bien, où les infirmières souriaient et posaient des questions sur les prénoms et les couleurs de la chambre d'enfant. Elle se concentra sur le rythme doux de sa nouvelle vie. Le thé du matin dans le jardin, les séances de thérapie qui levaient des couches de traumatisme, les dîners tranquilles avec ses frères où le rire revenait lentement dans sa voix. La tempête médiatique faisait rage à l'extérieur de son monde comme un ouragan auquel elle n'appartenait plus. Dans son sanctuaire, elle existait en convalescence tranquille, consciente que le monde murmurait maintenant une vérité qu'elle avait autrefois eu trop peur de dire. Stéphane, pendant ce temps, sombrait. Ses partenaires commerciaux coupèrent toutes les connexions, publiant des déclarations publiques qui condamnaient ses actions et soulignaient leur propre ignorance de ses crimes. Son nom devint synonyme de manipulation et de tromperie, mentionné dans des articles de mise en garde sur la violence financière et les signaux d'alarme dans les relations. Les investisseurs exigèrent une compensation qu'ils n'avaient pas, menaçant de poursuites qui s'accumulaient plus vite qu'ils ne pouvaient les compter. Son avocat lui conseilla de garder le silence pour éviter de faire des déclarations qui pourraient être utilisées contre lui au tribunal. Mais Stéphane ne pouvait s'en empêcher. Il publia une défense décousue sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il était victime d'un coup monté, que des concurrents jaloux détruisaient sa réputation, que la femme qui l'accusait, bien qu'il n'ait jamais nommé Manon, mentait pour attirer l'attention. Le message se retourna contre lui de manière spectaculaire. Les commentaires affluèrent, disséquant chaque mot, soulignant les incohérences, partageant des liens vers des preuves qui contredisaient ses affirmations. En quelques heures, le message fut supprimé, mais les captures d'écran vécurent pour toujours, circulant sur les plateformes comme preuve de son désespoir. Chloé disparut au moment où il avait le plus besoin d'elle, le laissant affronter les conséquences seule. Elle déménagea dans une autre ville, changea ses pseudos sur les réseaux sociaux et commença à se réinventer en tant que victime de la manipulation de Stéphane plutôt que sa complice. Mais Internet avait une longue mémoire. Chaque fois qu'elle essayait de relancer sa carrière de mannequin, d'anciennes captures d'écran refaisaient surface. Chaque fois qu'elle publiait sur de nouveaux départs, les commentaires lui rappelaient des bijoux volés et des signatures falsifiées. Sa carrière stagna,
piégée dans l'ombre de choix auxquels elle ne pouvait échapper. Stéphane tenta de rejeter la faute sur Manon, rédigeant des messages qu'il n'envoya jamais, répétant des explications qui s'effondraient sous l'examen, mais il n'avait aucun accès à elle, aucune influence, aucun terrain sur lequel se tenir. Chaque tentative de la contacter était bloquée. Chaque effort pour trouver sa localisation était contrecarré. Ses frères avaient construit des murs autour d'elle si sûrs que Stéphane ne pouvait même pas confirmer qu'elle vivait toujours dans la même région. Pour la première fois, l'homme qui avait autrefois cru posséder chaque résultat se retrouva impuissant. La vie qu'il avait essayé de construire aux dépens de quelqu'un d'autre se dissolvait devant lui, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Un soir, alors que Manon lisait dans la bibliothèque, Nicolas entra silencieusement et s'assit en face d'elle. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit-il prudemment. Manon leva les yeux, sentant le poids dans son ton. « L'histoire est devenue publique. Pas ton histoire. Ta vie privée est intacte. Mais les crimes de Stéphane, c'est partout maintenant. » Manon posa lentement son livre. « À quel point public ?» Nicolas sortit son téléphone et lui montra un reportage d'une chaîne locale. Le présentateur discutait de cas de fraude financière en utilisant la situation de Stéphane comme exemple principal. Sa photo apparut à l'écran, suivie par des analystes juridiques discutant des charges potentielles et de la peine de prison. Manon regarda en silence, son expression indéchiffrable. Quand le reportage se termina, elle rendit le téléphone. « Bien, dit-elle simplement. » Nicolas étudia son visage. « Tu es d'accord avec ça ?» Elle hocha la tête. « Il a fait des choix, Nicolas. Des choix qui m'ont blessé et qui ont probablement blessé d'autres personnes. Si le monde sait ce qu'il a fait, peut-être que ça l'empêchera de le refaire. » Le respect de Nicolas pour sa sœur s'approfondit. « Tu gères ça mieux que je ne l'aurais cru. » Manon sourit faiblement. « Je ne le gère pas. Je refuse simplement de le laisser me consumer. Il y a une différence. » Léo les rejoignit, portant une tablette. « Tu pourrais vouloir voir ça aussi. Des gens nous contactent. D'autres femmes qui disent que Stéphane les a manipulées financièrement ou émotionnellement. Elles demandent s'il y a un moyen de le tenir pour responsable. » Le souffle de Manon se coupa. Elle n'était pas la seule. Bien sûr qu'elle ne l'était pas. Les hommes comme Stéphane ne deviennent pas soudainement violents. Ils s'entraînent. Ils affinent leur méthode. Ils laissent des traînées de personnes brisées derrière eux. De quoi ont-elles besoin ? Demanda Manon. Léo posa la tablette. Des conseils juridiques, du soutien. Quelqu'un qui comprend ce qu'elles ont traversé. Manon regarda ses frères, puis les messages sur l'écran. Des inconnus partageant leur douleur, cherchant la validation, espérant la justice. Quelque chose changea en elle. Elle avait passé des semaines à se concentrer sur sa propre guérison, et à juste titre. Mais peut-être que son expérience pouvait servir un but plus grand. Peut-être que la douleur infligée par Stéphane pouvait être transformée en quelque chose qui aiderait d'autres à échapper à des pièges similaires. « Mettez-moi en contact avec elle, » dit Manon doucement. Nicolas se pencha en avant. « Tu es sûr ? Cela pourrait être écrasant. » Elle croisa ses yeux, sa voix stable. « Je suis sûr. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître les signes plutôt que je ne l'ai fait, alors peut-être que du bien peut sortir de ce cauchemar. » Lucas entra dans la pièce, son expression sombre. L'avocat de Stéphane vient de déposer une requête pour détresse émotionnelle et diffamation. Il essaie de faire valoir que l'exposition publique a nui à sa santé mentale et à ses perspectives commerciales. Manon faillit rire de l'ironie. L'homme qui avait détruit son bien-être émotionnel se prétendait maintenant victime parce que les gens avaient découvert ce qu'il avait fait. Léo secoua la tête de dégoût. La requête n'ira nulle part. Il n'a aucun motif, mais ça montre à quel point il est désespéré. La voix de Nicolas était froide. Laisse-le déposer ce qu'il veut. Chaque requête qu'il dépose crée plus de documentation de son comportement. Il construit notre dossier pour nous. Manon se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda le ciel qui s'assombrissait. Quelque part là-bas, Stéphane se débattait, s'accrochant à des brindilles, essayant de reprendre un contrôle qu'il n'avait jamais vraiment eu. Mais il combattait des ombres maintenant. Des conséquences qui ne pouvaient être manipulées. Elle se tourna vers ses frères.
Je ne veux pas le voir souffrir. Je veux juste qu'il arrête de blesser les gens. La voix de Lucas était pragmatique. Il le fera. Parce qu'après ça, personne ne lui fera plus jamais confiance. La vérité était sortie et ne pouvait être enterrée. La chute de Stéphane n'était pas dramatique. Elle était inévitable. Et alors que Manon se tenait entourée de ses frères, de la sécurité qu'il lui offrait et de l'avenir qui l'aidait à reconstruire, elle réalisa quelque chose de profond. Elle avait survécu. Pas seulement à la violence, pas seulement à la trahison, mais aux conséquences. Le plus difficile n'avait pas été la nuit où il l'avait mise dehors. Ce furent les semaines qui suivirent, où elle dut décider qui elle deviendrait au lendemain de la dévastation. Et elle choisit la force. Elle choisit la guérison. Elle choisit de laisser la vérité parler d'elle-même pendant qu'elle se concentrait sur la construction d'une vie qui valait la peine d'être vécue. Le nom de Stéphane s'effacerait éventuellement, enterré sous de nouveaux scandales et des titres oubliés. Mais l'histoire de Manon, celle qu'elle écrivait maintenant, un choix à la fois, continuerait longtemps après que la sienne soit terminée. La guérison de Manon entra dans une nouvelle phase 3 semaines après que l'histoire eut éclaté. Un tournant où la guérison ne ressemblait plus à une réponse à la douleur, mais à une décision active de se réapproprier son identité. Elle était assise en face du docteur Marie Leclerc, une spécialiste des traumatismes que ses frères avaient soigneusement sélectionnés, dans un cabinet ensoleillé qui sentait légèrement la lavande et ne ressemblait en rien aux espaces cliniques stériles qu'elle avait imaginés. « Parlez-moi du moment où vous avez réalisé que vous vous étiez perdu », dit doucement le docteur Leclerc, son stylo en suspens au-dessus d'un carnet en cuir. Les mains de Manon reposaient sur son ventre grandissant, ses doigts traçant de l'encercle alors qu'elle cherchait des mots qui avaient été enfouis depuis si longtemps. « J'ai arrêté de reconnaître mon propre reflet », commença-t-elle, sa voix stable mais douce. Pas à cause des cheveux qu'il la laissait couper, mais parce que la femme qui me regardait avait appris à s'excuser de respirer. Je suis devenue si petite en sa présence que j'ai oublié que j'étais censé prendre de la place. Le docteur Leclerc hocha la tête, écrivant soigneusement. Et maintenant, quand vous vous regardez maintenant, que voyez-vous ? Manon s'arrêta, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. Quelqu'un qui apprend à respirer à nouveau. Quelqu'un qui a survécu à quelque chose destiné à la détruire. La thérapeute sourit, une expression sincère de respect que Manon sentit dans sa poitrine. Ce n'est pas seulement de la survie, Manon. C'est de la résistance. Les séances devinrent une pierre angulaire de sa nouvelle routine. Chaque rendez-vous levant des couches de manipulation qu'elle n'avait pas entièrement comprises alors qu'elle était piégée dedans. Le docteur Leclerc l'aida à identifier les schémas. Comment Stéphane l'avait systématiquement isolé, coupant les ponts avec ses amis un par un avec des graines de doute soigneusement plantées. Comment il avait recadré l'amour de sa famille comme du contrôle. Comment il s'était positionné comme son seul refuge tout en créant simultanément les tempêtes dont elle avait besoin de s'abriter. Il vous a fait croire que vous étiez le problème, expliqua le docteur Leclerc lors d'une séance. Pour que vous ne remettiez jamais en question pourquoi les problèmes n'existaient qu'autour de lui. La clarté était à la fois libératrice et exaspérante. Manon réalisa qu'elle avait passé 2 ans à s'excuser pour des réactions à la violence, croyant que ses sentiments blessés étaient des défauts de caractère, acceptant la culpabilité pour des situations qu'elle n'avait jamais créées. Mais maintenant, alors qu'elle se reconstruisait sous la direction du docteur Leclerc, elle ne voyait pas une femme brisée, mais une femme résiliente qui avait survécu à une campagne calculée destinée à l'effacer. Chaque séance apportait de petites victoires, apprendre à fixer des limites sans culpabilité, reconnaître les tactiques de manipulation, comprendre que sa compassion n'avait jamais été une faiblesse, mais plutôt la chose même que Stéphane avait utilisée comme une arme parce qu'il en manquait lui-même. Ses frères lui donnèrent un accès complet à ses comptes restaurés lors d'une réunion de famille dans le bureau du château de Nicolas. La lumière de l'après-midi projetait de longues ombres sur les meubles en acajou qui parlaient de richesse générationnelle et de protection. Léo étala des documents financiers sur le bureau avec un soin méticuleux. Chaque page représentant un morceau de sa vie que Stéphane avait essayé de voler. Tout est revenu, dit-il, sa voix portant une satisfaction tranquille. L'héritage de ta grand-mère, tes économies personnelles, même les intérêts qui auraient dû s'accumuler. Nous avons également récupéré les bijoux. Nicolas ouvrit une boîte doublée de velours, révélant des pièces que Manon pensait ne jamais revoir. La bague d'émeraude de sa grand-mère, le bracelet en or transmis à travers 4 générations. Des boucles d'oreilles qui avaient touché les oreilles de femmes qui avaient mené leur propre bataille et en étaient sorties victorieuses.
Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle soulevait la bague d'émeraude, la tenant à la lumière et la regardant scintiller avec le même feu qu'elle se souvenait de son enfance. Grand-mère me disait que cette bague avait survécu à des guerres, des migrations et des chagrins d'amour, murmura-t-elle, la glissant à son doigt où elle s'ajustait parfaitement, comme si elle avait attendu de rentrer à la maison. Elle disait que les femmes de notre famille étaient forgées dans le feu, que nous ne nous brisions pas sous la pression. Nous devenions des diamants. Lucas, qui se tenait tranquillement près de la fenêtre, se tourna vers elle. Elle avait raison. Tu l'as prouvé. Manon regarda ses 3 frères. Ces hommes qui avaient déplacé des montagnes pour restaurer ce qui avait été volé. Qui l'avait enveloppé de protection sans étouffer son indépendance. Qui l'avait cru quand le monde essayait de la faire douter d'elle-même. Merci, dit-elle, les mots inadéquats pour la profondeur de la gratitude qu'elle ressentait. Nicolas secoua la tête. Tu es notre sœur. Il n'y a rien à nous remercier. C'est ce que fait une famille. Ce soir-là, Manon s'assit dans le jardin avec un carnet qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, un carnet rempli de poèmes à moitié finis et d'idées d'entreprise qu'elle avait abandonnées lorsque Stéphane l'avait convaincue que c'était des distractions inutiles pour être une bonne épouse. Elle tourna à une page blanche et commença à écrire, pas de la poésie cette fois, mais un plan d'affaires, quelque chose de concret, de déterminé, quelque chose d'entièrement à elle. Elle y pensait depuis des jours. Une idée qui avait pris racine lors de ses conversations avec les autres femmes qu'il avait contactées après que les crimes de Stéphane aient été rendus publics. Et si elle créait un centre de ressources pour les femmes se remettant de la violence financière? Un endroit qui offrirait des conseils juridiques, des ateliers d'éducation financière, des groupes de soutien émotionnel et des outils pratiques pour reconstruire l'indépendance. Elle esquissa des services potentiels, des stratégies de financement, des opportunités de partenariat avec des cabinets d'avocats et des thérapeutes, des approches marketing qui atteindraient les femmes encore piégées dans des situations comme celle dont elle s'était échappée. Plus elle écrivait, plus la vision se solidifiait. Il ne s'agissait plus seulement de sa guérison. Il s'agissait de transformer sa douleur en une échelle que d'autres femmes pourraient gravir. Quand Léo la trouva des heures plus tard, écrivant toujours à la lueur d'une lampe avec des moustiques bourdonnant autour des lumières du jardin, il s'assit à côté d'elle sans l'interrompre. Après quelques minutes de silence confortable, il parla enfin. « Sur quoi travailles-tu » Elle lui montra les pages, regardant son expression passer de la curiosité à une compréhension impressionnée alors qu'il lisait. « C'est brillant, Manon. As-tu pensé à la façon dont tu veux le structurer, association à but non lucratif ou entreprise sociale ?» Elle n'en était pas encore là, mais ces questions suscitèrent de nouvelles possibilités. Peut-être les deux. Une branche à but non lucratif pour les services directs et une entreprise sociale qui génère des revenus pour la financer. Léo sourit. Maintenant, tu penses comme une entrepreneur. Parlons à Nicolas pour organiser des réunions avec des avocats et des comptables. Si tu es sérieuse à ce sujet, nous pouvons t'aider à construire quelque chose de durable. Avez-vous déjà remarqué comment les pires moments de votre vie peuvent devenir le fondement de votre plus grand but? Manon découvrait cette vérité en temps réel, voyant sa souffrance se transformer en quelque chose qui pourrait empêcher d'autres de subir la même chose. Elle passa les semaines suivantes immergée dans la recherche, contactant des organisations travaillant déjà dans ce domaine, apprenant de leurs succès et de leurs échecs, identifiant les lacunes que sa plateforme pourrait combler. Elle interviewa des femmes qui avaient échappé à la violence financière, écoutant leurs histoires avec l'empathie de quelqu'un qui comprenait intimement leurs peurs, leur honte et leur triomphe éventuel. Chaque conversation renforçait sa résolution. Une femme, Isabelle, avait été piégée pendant 15 ans avant de finalement partir avec rien d'autre que ses enfants et les vêtements sur leur dos. Je ne savais même pas comment ouvrir un compte bancaire à mon nom, avoua Isabelle lors de leur appel vidéo. Il avait tout contrôlé si longtemps que je me sentais comme une enfant essayant de naviguer dans un monde d'adultes. J'avais besoin de quelqu'un pour me tenir la main à chaque étape, pour me dire que je n'étais pas stupide de ne pas savoir des choses qu'il m'avait délibérément cachées. Manon prit des notes, comprenant exactement ce qu'Isabelle voulait dire. « Qu'est-ce qui vous aurait le plus aidé dans les premiers jours » demanda-t-elle. Isabelle n'hésita pas. Une feuille de route. Quelqu'un qui était passé par là pour me dire « fais ça d'abord, puis ça, et une communauté de femmes qui ne me jugeraient pas d'être restées aussi longtemps. » Manon ajouta ces éléments à son plan. Un guide étape par étape pour partir, un forum communautaire sans jugement, un jumelage de mentorat entre des survivantes plus avancées dans leur guérison et celles qui ne faisaient que commencer.
Pendant que Manon construisait son avenir, des fragments de la chute continue de Stéphane lui parvenaient malgré les tentatives de ses frères de filtrer le bruit. Ses actifs restants furent saisis pour couvrir les paiements de restitution à Manon et à d'autres créanciers. Sa licence commerciale fut révoquée en attendant une enquête criminelle. D'anciens amis donnèrent des interviews se distanciant, affirmant qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais n'avaient pas voulu s'ingérer. L'abandon collectif était absolu et impitoyable. La tentative de réinvention de Chloé échoua de manière spectaculaire lorsqu'un ancien collègue exposa des messages textes montrant qu'elle s'était vantée d'avoir pris tout ce que cette femme faible avait, en référence à Manon. Les captures d'écran devinrent virales, détruisant toute sympathie restante qu'elle aurait pu susciter. Elle supprima tous ses réseaux sociaux et disparut complètement de la vue du public, sa carrière de mannequin définitivement détruite par sa propre cruauté mise en lumière. Manon entendait ces mises à jour avec un intérêt décroissant. Son investissement dans leur souffrance diminuant chaque jour qu'elle passait à construire quelque chose de significatif. Elle n'avait pas besoin de les regarder tomber. Elle n'avait pas besoin de confession ou d'excuses. Elle avait simplement besoin qu'ils soient sans importance pour son avenir, ce qu'il devenait de plus en plus. Un matin, alors que Manon examinait les projections financières de son organisation avec Lucas, son téléphone vibra avec un email du docteur Leclerc contenant une citation « L'opposé du traumatisme n'est pas l'absence de douleur. C'est la présence d'un but. » Manon le lut 2 fois, sentant la vérité s'installer dans ses os. Elle n'était plus définie par ce que Stéphane lui avait fait, mais par ce qu'elle choisissait de construire malgré tout. Sa plus grande vengeance n'était pas sa chute. C'était son refus de laisser sa cruauté définir sa trajectoire. Elle s'élevait non pas en opposition à lui, mais en indépendance absolue de lui, créant un héritage qui survivrait à sa pertinence de plusieurs décennies. Le monde de Stéphane s'effondra avec une force indéniable un mardi matin lorsque des agents fédéraux se présentèrent à son appartement en ville avec un mandat d'arrêt. Les charges ressemblaient à un catalogue de tout ce dont il pensait s'être tiré, fraude électronique, vol d'identité, falsification, détournement de fonds et exploitation financière. Ses mains tremblaient alors qu'on le menottait, le métal froid contre ses poignets, la réalité des conséquences brisant enfin l'illusion qu'il pouvait se sortir de n'importe quoi par la parole. Ses voisins regardaient depuis les portes et les fenêtres, certains enregistrant sur leur téléphone, leur jugement palpable dans l'air matinal. L'homme qui avait autrefois traversé la vie en croyant qu'il était intouchable était maintenant conduit à une voiture de police menottée, sa chute documentée en temps réel par des gens qui avaient autrefois envié son succès apparent. Au commissariat de police, l'inspecteur Bernard s'assit en face de lui dans une salle d'interrogatoire qui sentait le café rassis et les promesses rompues. « Vous voulez me donner votre version de l'histoire » demanda Bernard, son ton ni gentil ni cruel, juste professionnellement indifférent. Stéphane essaya de convoquer le charme qu'il avait porté à travers d'innombrables manipulations, mais sa voix se brisa quand il parla. C'est tout un malentendu. Ma femme, mon ex-femme, elle est amère à cause de la séparation. Ses frères ont de l'argent et de l'influence. Ils l'utilisent pour me détruire parce que j'ai choisi de passer à autre chose. L'inspecteur Bernard fit glisser un dossier sur la table, l'ouvrant pour révéler des relevés bancaires, des signatures falsifiées, des reçus de transfert et des eurodatages qui peignaient une image irréfutable. Ces documents disent le contraire. Nous vous avons volant l'héritage de votre femme alors qu'elle était enceinte, falsifiant sa signature sur des demandes de prêt, transférant des fonds sur les comptes de votre maîtresse et vendant des bijoux qui ne vous appartenaient pas. Ce n'est pas une ex-femme amère, M. Stéphane. Ce sont des preuves. Stéphane fixa les papiers, regardant ses mensonges se désintégrer sous le poids de preuves qu'il ne pouvait nier. Son avocat, un avocat commis d'office nommé Philippe, qui avait l'air épuisé avant même le début de la réunion, exposa la situation avec une honnêteté brutale lors de leur première consultation privée. L'accusation a tout ce dont elle a besoin. Plusieurs témoins, une expertise comptable, des pistes numériques, des victimes au-delà de votre ex-femme prêtes à témoigner. Vous risquez une peine de prison importante à moins que vous n'acceptiez un accord de plaider coupable. La poitrine de Stéphane se serra, la panique inondant son système. Un accord de plaider coupable ? Je n'ai rien fait de si grave. Nous avions des problèmes financiers. J'ai fait quelques erreurs, mais je n'ai jamais voulu blesser personne. L'expression de Philippe se durcit. Vous avez systématiquement volé une femme enceinte, l'avez isolée de sa famille, falsifié des documents légaux, et quand il ne lui restait plus rien, vous l'avez mise à la rue.
L'accusation va vous peindre comme un prédateur qui a ciblé une femme vulnérable. Et honnêtement, les preuves soutiennent ce récit. Si cela va au procès, vous perdrez, et la peine sera pire. Les mots frappèrent Stéphane comme des coups physiques. Chacun enlevant une autre couche de la fausse réalité qu'il avait construite. Pendant des années, il avait réécrit ses propres actions dans son esprit, se présentant comme la victime des circonstances, l'homme incompris essayant de construire une vie meilleure. Mais assis dans ce cabinet d'avocat avec des preuves accablantes et un avocat lui disant de se préparer à la prison, il ne pouvait plus se cacher de la vérité. Il avait détruit quelqu'un qu'il aimait. Et maintenant, la dette était arrivée à échéance. Les autorités gelèrent tous les comptes qui lui étaient liés. Des audits d'entreprises exposèrent des années de mauvaise gestion qui s'étendaient au-delà de Manon à d'autres investisseurs et partenaires qui l'avaient trompé. Ces tentatives de faire des déclarations publiques ne firent qu'aggraver sa situation, chaque mensonge étant rapidement démantelé par des gens qui avaient gardé des reçus, des captures d'écran et des enregistrements. Un ancien partenaire commercial, Thierry, donna une interview à une chaîne d'information locale qui devint virale du jour au lendemain. Stéphane se présentait comme une réussite autodidacte, mais tout n'était que poudre aux yeux. Il empruntait de l'argent qu'il n'avait jamais l'intention de rembourser, utilisait les fonds d'un investisseur pour en payer un autre, et quand les choses ont commencé à s'effondrer, il a blâmé tout le monde sauf lui-même. J'ai perdu 50 000 € en lui faisant confiance, et je ne suis pas le seul. L'interview se termina avec Thierry regardant directement la caméra. Si vous avez été lésé par cet homme, manifestez-vous. Il y a de la force dans le nombre, et il doit être tenu pour responsable. En quelques jours, 6 autres personnes contactèrent les autorités avec des histoires similaires. Chacune ajoutant du poids au dossier de l'accusation. Stéphane essaya de contacter Chloé, désespéré pour toute forme de soutien, mais son numéro était déconnecté. Il essaya ses réseaux sociaux, mais elle l'avait bloqué partout. La femme qui s'était tenue à ses côtés pendant qu'il humiliait sa femme, qui avait dépensé de l'argent volé sans poser de questions, qui avait célébré leur nouveau départ en ligne, avait disparu dès que les conséquences étaient arrivées. Le partenariat glamour qu'ils affichaient se dissolvait sous la pression, révélant que leur alliance n'avait été rien de plus qu'une commodité mutuelle construite sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Il tenta de retrouver Manon, se convainquant que s'il pouvait juste lui parler, s'expliquer, peut-être même s'excuser, il pourrait regagner un certain contrôle sur le récit qui lui échappait. Mais chaque avenue était bloquée avec une précision chirurgicale. Son ancien numéro appartenait maintenant à quelqu'un d'autre. Son email revenait comme non distribuable. Ses comptes de réseaux sociaux étaient supprimés ou mis en privé avec des noms d'utilisateurs qu'il ne pouvait pas trouver. Il essaya de contacter des connaissances mutuelles, mais elles l'ignorèrent ou lui dirent sans embâche de la laisser tranquille. Une ancienne amie, Camille, l'a rappelé, mais pas avec l'aide qu'il espérait. « Tu essaies sérieusement de contacter Manon après ce que tu lui as fait ?» La voix de Camille était tranchante de dégoût. « Tu l'as maintenue au sol pendant que ta maîtresse lui coupait les cheveux. Stéphane, tu as mis une femme enceinte à la rue. Tu lui as volé, menti, isolé et brisé. Et maintenant tu veux avoir accès à elle pourquoi? Pour la manipuler une fois de plus ?» Stéphane bégaya. « Je veux juste expliquer », Camille le coupa. « Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait tes choix. Maintenant, fais face aux conséquences comme un adulte au lieu d'un lâche. » La ligne se coupa, laissant Stéphane seul avec la réalité qu'il avait brûlé tous les ponts et détruit toutes les relations qui auraient pu lui offrir refuge. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui réalise enfin qu'il ne peut pas échapper à ce qu'il a fait? Stéphane était assis dans le sous-sol de la maison de sa mère, le seul endroit qu'il ait accueilli après sa libération sous caution, fixant son téléphone et faisant défiler de vieilles photos de lui et de Manon. Sur les photos, elle souriait à l'appareil avec une chaleur sincère, ses yeux brillants du genre de confiance qui ne vient que lorsqu'on se croit aimé. Il se souvenait de cette version d'elle, la femme qui lui avait préparé son bœuf bourguignon, qui avait soutenu ses idées d'entreprise même quand elles échouaient, qui l'avait défendu auprès de sa famille quand ils avaient soulevé des inquiétudes. Quand avait-il décidé que cette femme méritait la cruauté au lieu des soins? Il ne pouvait pas identifier le moment exact, ce qui le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. La transformation avait été progressive. Chaque petit acte de manque de respect menant à de plus grands. Chaque limite franchie, rendant la violation suivante plus facile. Il s'était convaincu qu'elle était un problème. Trop sensible, trop exigeante, trop proche de sa famille.
Alors que la vérité était plus simple et plus accablante, il était le problème. Il avait toujours été le problème. Et maintenant, confronté à l'épave de ses choix, il comprit quelque chose qui venait bien trop tard. Manon n'avait pas été faible de l'aimer. Il avait été faible de trahir cet amour. Stéphane avait sous-estimé le pouvoir des frères qui se tenaient maintenant entre lui et son ancienne victime. Nicolas avait des relations dans les cercles juridiques qui assuraient que chaque document était déposé correctement, chaque délai respecté, chaque échappatoire fermé. Léo avait une expertise financière qui traçait chaque centime volé et calculait la restitution jusqu'au dernier sou. Lucas avait des compétences d'enquête qui découvraient des schémas de comportement s'étendant sur des années, reliant le traitement de Manon par Stéphane à une histoire de manipulation qui précédait leur relation. Ensemble, ils construisirent un dossier si solide que l'avocat de Stéphane lui conseilla de prendre l'accord de plaider coupable ou de faire face à des décennies de prison. Chaque mensonge qu'il avait raconté était catalogué. Chaque menace documentée. Chaque euro volé était tracé jusqu'à des comptes portant ses empreintes digitales. Pour la première fois de sa vie, il sentit le poids d'être surpassé, surpuissant et déjoué par des gens qui comprenaient que la justice n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire ça à personne d'autre. Manon apprit l'arrestation de Stéphane par Nicolas, qui lui annonça la nouvelle alors qu'elle dessinait des logos pour son organisation dans la véranda. Ils l'ont arrêté ce matin. Il acceptera probablement un accord de plaider coupable d'ici un mois. Manon posa son crayon et regarda le jardin où les fleurs s'épanouissaient dans des couleurs défiantes. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda Nicolas prudemment. Elle considéra la question avec la même réflexion qu'elle apportait à tout. « Maintenant, je ne ressens rien. Ni soulagement, ni satisfaction, juste rien. Il n'est plus mon problème. Il est le problème du système judiciaire. » Nicolas étudia sa sœur, impressionné par sa clarté. « Tu as fait beaucoup de chemin. » Elle sourit faiblement. « J'avais de bons guides. » La conversation se termina là, et Manon retourna à ses dessins, son attention déjà de retour sur la construction plutôt que sur le passé. L'arrestation de Stéphane n'était qu'une note de bas de page dans un chapitre qu'elle avait déjà fermé. Manon demanda une réunion le premier jour de son 8e mois de grossesse, rassemblant ses frères et le docteur Leclerc dans le bureau du château de Nicolas pour discuter de quelque chose qu'elle traitait depuis des semaines. La pièce semblait sacrée dans sa lumière tranquille de l'après-midi, filtrant à travers de hautes fenêtres et projetant des motifs géométriques sur des tapis persans qui avaient été témoins de générations de décisions familiales. Elle s'assit dans un fauteuil en cuir qui semblait encore trop grand pour sa silhouette, ses mains reposant protecteurs sur son ventre où le bébé donnait des coups de plus en plus fréquents, comme pour lui rappeler que deux vies dépendaient des choix qu'elle faisait maintenant. Elle commença, sa voix stable malgré le poids de ce qu'elle allait dire. Pas de vengeance, pas de confrontation, juste une résolution selon mes termes. Nicolas se pencha en avant, son expression immédiatement protectrice. Quel genre de résolution ? Manon croisa son regard sans ciller. Je veux lui pardonner. Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres jetées dans une eau calme, envoyant des ondes de surprise sur les visages de ses frères. Léo parla le premier, son ton prudent mais confus. Pardonner à Stéphane après tout ce qu'il t'a fait ? Elle hocha lentement la tête, sachant que ce serait la partie la plus difficile à expliquer. Pas pour lui, pour moi. J'ai porté ce poids, cette colère, cette trahison, cette humiliation, et c'est épuisant. Chaque fois que je pense à ce qu'il a fait, je sens des chaînes se resserrer autour de ma poitrine. Le pardon, ce n'est pas dire que ce qu'il a fait était bien. C'est refuser de le laisser continuer à me blesser à distance. Le docteur Leclerc, qui avait écouté tranquillement, parla avec une perspicacité professionnelle. Manon et moi travaillons là-dessus depuis plusieurs séances. Elle comprend que le pardon ne signifie pas la réconciliation ou l'oubli. Cela signifie libérer la dette émotionnelle qu'elle essaie de recouvrer auprès de quelqu'un qui ne pourra jamais la payer. Lucas, toujours le plus analytique, croisa les bras et étudia sa sœur avec l'intensité de quelqu'un essayant de résoudre une équation complexe. Alors, à quoi ressemble concrètement ce pardon ? Parce que si tu penses à un contact avec lui, je veux que tu comprennes à quel point cela pourrait être dangereux. Manon secoua fermement la tête. Aucun contact. Ce n'est pas ce que je veux. Je dépose tous les papiers légaux nécessaires pour finaliser la séparation une fois que le bébé sera arrivé. Et je demande des mesures de non-contact permanentes. Il n'aura aucun droit parental, aucune visite,
aucune voix pour me joindre ou joindre mon enfant. Le pardon est interne, quelque chose que je fais dans mon propre cœur pour pouvoir avancer sans traîner son ombre derrière moi. Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées avant de continuer. J'ai réalisé quelque chose d'important grâce à la thérapie. Stéphane ne m'a pas seulement volé de l'argent et des bijoux. Il a volé ma capacité à faire confiance à mon propre jugement. Il m'a fait douter de chaque instinct, remettre en question chaque sentiment, deviner chaque décision jusqu'à ce que je devienne paralysé par la peur d'avoir tort. C'est ça que je pardonne. Pas la violence elle-même, mais ma propre culpabilité de ne pas l'avoir vue plus tôt, d'être resté aussi longtemps, de croire que quelqu'un pouvait m'aimer tout en me détruisant systématiquement. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, la vulnérabilité perçant le calme qu'elle avait maintenu. Léo se rapprocha, posant une main sur son épaule. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as été manipulé par quelqu'un qui s'était donné pour mission de te piéger. Elle le regarda avec gratitude. Je le sais intellectuellement, mais émotionnellement, je me suis blâmé de ne pas avoir été plus intelligente, plus forte, plus méfiante. Le docteur Leclerc m'a aidé à voir que la manipulation prospère là où vit la compassion. Et ma compassion n'a jamais été ma faiblesse. C'était mon don. Stéphane l'a utilisé comme une arme, mais cela ne fait pas d'elle quelque chose dont je devrais avoir honte. Nicolas resta silencieux plus longtemps que ses frères, sa mâchoire se contractant alors qu'il traitait ce que sa sœur disait. Quand il parla enfin, sa voix portait le poids de quelqu'un luttant avec des instincts contradictoires. Je veux une justice si complète qu'elle ne laisse aucune place à la pitié. Je veux qu'il souffre comme tu as souffert, qu'il ressente chaque once de douleur qu'il a infligée multipliée par 1000. Et tu me dis que tu veux lui pardonner ? Manon rencontra son intensité avec une certitude calme. Je te dis que ta version de la justice ne me guérira pas. Le système judiciaire s'occupe de la responsabilité. Il fait face à des accusations. Il perd tout. Il ira probablement en prison. C'est assez. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est pas plus de punition pour lui. C'est la liberté pour moi. Et je ne peux pas être libre si je suis encore émotionnellement attaché à le haïr. La vérité dans ces mots traversa la résistance de Nicolas comme la lumière à travers l'obscurité. Il expira lentement, la tension dans ses épaules s'apaisant légèrement alors qu'il commençait à comprendre que sa décision n'était pas de la faiblesse, mais plutôt une forme de force qu'il n'avait pas envisagée. « C'est vraiment ce dont tu as besoin ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui. J'ai besoin de clore ce chapitre complètement. Et je ne peux pas le faire si j'attends toujours qu'il ressente un remords dont il est incapable ou si j'espère des excuses qui ne viendront jamais. Je choisis la paix plutôt que la justice. Et j'ai besoin que vous respectiez ce choix, même si vous n'êtes pas d'accord. Avez-vous déjà dû choisir entre la satisfaction de la vengeance et la sérénité du lâcher-prise ? Le docteur Leclerc parla dans le silence réfléchi qui suivit. Ce que Manon fait demande plus de courage que de chercher la vengeance. La vengeance est facile. C'est une réponse naturelle au mal. Mais choisir de libérer quelqu'un de la dette qu'il vous doit, surtout quand il a tant pris, c'est un niveau de maturité émotionnelle que la plupart des gens n'atteignent jamais. Elle ne dit pas que Stéphane mérite le pardon. Elle dit qu'elle mérite d'être libérée du fardeau de porter le non-pardon. Lucas hocha lentement la tête, commençant à voir la sagesse dans l'approche de sa sœur. Donc ce pardon, il ne le concerne pas du tout. Il te concerne entièrement. Manon sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Exactement. Il n'a pas accès à cette décision. Il ne le saura pas, n'en bénéficiera pas, et ne l'utilisera pas pour s'absoudre. C'est quelque chose que je fais dans l'intimité de ma propre guérison, et ça reste là. Léo posa la question pratique qui devait être répondue. Et les procédures judiciaires, l'ordonnance restrictive, la situation de la garde, les paiements de restitution ? Elle avait déjà réfléchi à chaque détail. Tout cela se poursuit exactement comme prévu. Le pardon ne signifie pas que je lui fais confiance ou que je le laisse revenir dans ma vie de quelque manière que ce soit. Cela signifie simplement que je ne vais pas dépenser mon énergie à le haïr. Les avocats s'occupent du côté juridique, et je me concentre sur la construction d'une vie si pleine de buts et de joie qu'il en devient insignifiant. La réunion se termina avec les frères de Manon acceptant de soutenir sa décision. Bien que Nicolas lui ait fait promettre une chose. Si jamais tu changes d'avis,
Si jamais tu as besoin que nous poursuivions des actions légales supplémentaires ou que nous augmentions les mesures de sécurité, tu nous le dis immédiatement. Ton pardon est à toi de le donner, mais notre protection est à nous de la fournir. Et ça ne s'arrête pas juste parce que tu as trouvé la paix. Elle accepta sans hésiter, comprenant que leur besoin de la protéger concernait autant leur propre guérison que la sienne. Dans les jours qui suivirent, Manon travailla avec son équipe juridique pour déposer tous les documents nécessaires. Les papiers de séparation étaient complets, décrivant des dispositions de non-contact, la fin des droits parentaux en attendant la condamnation pénale de Stéphane, et des paiements de restitution structurés qui continueraient indépendamment de son incarcération. Son avocate, maître Sophie Duval, examina chaque clause avec une attention méticuleuse. C'est l'un des accords de séparation les plus solides que j'ai rédigés, dit maître Duval avec une satisfaction professionnelle. Il n'aura aucun motif pour contester quoi que ce soit, surtout compte tenu des charges criminelles et des preuves de violence. Vous vous protégez vous-même et votre enfant de toutes les manières possibles. Manon signa les documents d'une main ferme. Chaque signature représentant une autre porte se fermant sur un passé qui n'avait plus de pouvoir sur son avenir. Ce soir-là, elle s'assit seule dans le jardin où elle avait passé tant d'heures à traiter son traumatisme et à imaginer sa guérison. Le ciel devint violet et orange avec le coucher du soleil, les oiseaux s'installant dans les arbres pour la nuit. Le monde passant du jour à l'obscurité avec une sorte de grâce naturelle qu'elle apprenait à incarner dans sa propre vie. Elle pensa à Stéphane, dans la cellule ou le tribunal qu'il occupait maintenant. Se demanda brièvement s'il comprenait encore ce qu'il avait perdu, puis libéra même cette curiosité dans la lumière déclinante. Le pardon, réalisa-t-elle, n'était pas un moment unique, mais une pratique, un choix quotidien de rediriger ses pensées loin du mal passé et vers les possibilités futures. Certains jours seraient plus faciles que d'autres. Mais la décision elle-même était prise, et avec elle vint une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle posa ses mains sur son ventre et parla à l'enfant qui ne connaîtrait jamais l'homme qui avait aidé à la créer, mais qui grandirait entouré du genre d'amour que Manon pensait autrefois avoir, mais qu'elle comprenait maintenant ne faire que commencer à découvrir. Tu vas grandir dans un monde où tu seras protégé, valorisé et libre, murmura-t-elle. Et je vais m'assurer que tu ne te contentes jamais de moins que ce que tu mérites. Le bébé donna un coup de pied en réponse, un battement de vie qui ressemblait à un accord, à une promesse, à l'avenir s'annonçant avec une douce insistance. Manon se leva, époussetant l'herbe de sa robe, et retourna vers la maison où ses frères attendaient avec le dîner et la conversation et le genre de normalité qu'elle reconstruisait un moment à la fois. Elle avait survécu au pire que quelqu'un pouvait lui faire. Et maintenant, elle choisissait la meilleure façon d'avancer, sans entrave, sans fardeau et intacte. Des mois plus tard, Manon se tenait près des baies vitrées de sa nouvelle maison de campagne, une maison qu'elle avait choisie elle-même après des semaines de recherche d'un espace qui ressemblait à la liberté plutôt qu'à un abri, et murmura à sa fille nouveau-née que le monde était plein de secondes chances. Le bébé, qu'elle avait nommé Léa d'après sa grand-mère, dormait paisiblement contre sa poitrine, ses petits doigts recroquevillés autour du tissu de la chemise de Manon avec une sorte de confiance qui la terrifiait et l'inspirait à la fois. Le soleil se déversait à travers les fenêtres, réchauffant les parquets qu'elle avait choisis, illuminant les murs qu'elle avait peints dans des couleurs douces qui la faisaient se sentir calme plutôt qu'enfermée. Cette maison lui appartenait entièrement, achetée avec son héritage restauré, conçue selon ses préférences, remplie de meubles qu'elle avait sélectionnés sans que personne ne remette en question ses choix ou ne la fasse se sentir petite d'avoir des opinions. Dans le salon, ses frères assemblaient la bibliothèque avec une sorte de concentration qui la fit sourire. Leur conversation tranquille ponctuée par une malédiction occasionnelle lorsque les pièces ne s'emboîtaient pas comme prévu. « Nicolas, tu tiens le mauvais panneau », dit Léo avec un amusement à peine contenu. Nicolas baissa les yeux sur le manuel d'instruction avec une confusion exagérée. Ces schémas n'ont aucun sens. Qui a conçu ce dispositif de torture ? Lucari, prenant le manuel des mains de son frère aîné. C'est un meuble suédois, pas de la science fusée. Laisse-moi m'en occuper avant que tu ne casses quelque chose. En les regardant travailler ensemble, se chamaillant avec l'aisance d'hommes qui avaient passé une vie à naviguer dans les personnalités des autres, Manon ressentit une gratitude si profonde qu'elle lui fit mal à la poitrine. Ces hommes l'avaient sauvée quand elle ne pouvait pas se sauver elle-même. L'avait cru quand le monde essayait de la faire douter de sa propre réalité. S'était interposé entre elle et la destruction sans jamais la faire se sentir comme un fardeau. Léa s'agita dans ses bras, faisant les doux bruits que font les nouveau-nés lorsqu'ils passent du sommeil à l'éveil. Et Manon ajusta sa position pour se balancer doucement, le mouvement instinctif est déjà familier malgré seulement 3 semaines de maternité.
Elle baissa les yeux sur le visage de sa fille, étudiant les traits qui combinaient en quelque sorte force et délicatesse, et fit une promesse silencieuse que cet enfant ne connaîtrait jamais le genre d'amour qui exigeait qu'elle se rétrécisse, s'excuse ou disparaisse. Elle est magnifique, dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Manon se tourna pour voir le docteur Leclerc se tenant là avec un sac cadeau décoré d'éléphants et d'étoiles. J'espère que ça ne vous dérange pas que je passe. Je voulais voir comment vous vous adaptiez à la maternité. Manon sourit chaleureusement, faisant signe à sa thérapeute d'entrer. Je m'adapte mieux que prévu. Épuisé, mais dans le bon sens. Le genre de fatigue qui vient de la création de la vie au lieu de la survie d'un traumatisme. Le docteur Leclerc posa le sac cadeau sur la table basse et s'assit, son comportement professionnel s'adoucissant en une affection sincère. C'est une distinction profonde. Vous avez fait tellement de chemin depuis la femme que j'ai rencontrée il y a 6 mois. Manon repensa à cette première séance, à la version d'elle-même qui pouvait à peine parler sans s'excuser, qui sursautait au mouvement brusque, qui croyait mériter tout ce qui lui était arrivé. Je reconnais à peine cette personne maintenant, admit-elle. Parfois, je me demande si j'aurais trouvé cette force sans avoir traversé quelque chose de si terrible. Et puis je réalise que c'est la mauvaise question. La meilleure question est, maintenant que j'ai cette force, qu'est-ce que je vais en faire? La réponse à cette question avait pris forme plus rapidement que prévu. L'organisation de Manon, qu'elle nomma la Fondation Reclin, fut lancée discrètement 2 mois après la naissance de Léa, avec un site web, une ligne d'assistance téléphonique et des partenariats avec 3 cabinets d'avocats disposés à fournir des services pro bono aux femmes échappant à la violence financière. La réponse fut immédiate et écrasante. Dès la première semaine, 47 femmes demandèrent de l'aide. Chacune portant une histoire qui faisait écho à des éléments de l'expérience de Manon. De l'argent volé, des documents falsifiés, un isolement systématique et la prise de conscience déchirante que quelqu'un qu'elles aimaient les détruisait méthodiquement. Manon ne pouvait pas répondre personnellement à chaque demande, mais elle constitua une équipe de bénévoles, dont beaucoup étaient elles-mêmes des survivantes, qui comprenaient que la guérison nécessitait à la fois un soutien pratique et une validation émotionnelle. Isabelle, la femme qui avait été piégée pendant 15 ans, devint la coordinatrice des bénévoles. Ses compétences organisationnelles et sa profonde empathie la rendaient parfaite pour mettre en relation les femmes avec les ressources spécifiques dont elles avaient besoin. Ensemble, elles créèrent des ateliers sur l'éducation financière, les droits juridiques et la reconnaissance des tactiques de manipulation avant qu'elles ne deviennent des pièges inéluctables. Vous êtes-vous déjà demandé combien de femmes souffrent en silence en ce moment, croyant qu'elles sont seules dans leur expérience? L'impact de la fondation se propagea plus rapidement que Manon ne pouvait le suivre, avec des femmes des régions voisines la contactant, demandant si les services s'étendaient au-delà des frontières locales. En 6 mois, la Fondation Reclin avait aidé 83 femmes à accéder à une représentation légale, ouvert 14 comptes bancaires pour celles qui n'en avaient pas à leur nom, et fourni une aide au logement d'urgence à 11 familles fuyant des situations dangereuses. Nicolas, qui avait initialement craint que la Fondation ne draine les réserves émotionnelles de sa sœur à un moment où elle avait besoin de se concentrer sur elle-même et son nouveau-né, en devint le plus fervent défenseur après avoir assisté à une session de formation des bénévoles et entendu les histoires de femmes dont la vie avait été transformée par le courage de sa sœur de parler. Je n'avais aucune idée du nombre de personnes qui traversaient ça, dit-il à Manon lors d'un dîner un soir, sa voix portant le poids de quelqu'un dont la vision du monde s'était élargie de manière inconfortable. Chaque femme qui s'est levée et a partagé son histoire aurait pu être toi, aurait pu être pire que toi. Et elles ont toutes dit la même chose. Elles avaient l'impression que personne ne les croirait parce que leur abus ne laissait pas de bleu visible. Manon hocha la tête, nourrissant Léa avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait appris à faire plusieurs choses à la fois par nécessité. C'est ce qui rend la violence financière et émotionnelle si insidieuse. Les gens ne la voient pas, donc ils ne croient pas qu'elle est aussi dommageable que la violence physique. Mais se faire dépouiller de son identité, voler ses ressources, couper son système de soutien, c'est aussi de la violence. Ça ne laisse juste pas de cicatrices qu'on peut photographier. Léo, qui gérait les finances de la fondation avec la même attention méticuleuse qu'il apportait à toutes ses entreprises, ajouta sa perspective. Les femmes qui nous contactent ne cherchent pas l'aumône. Elles cherchent quelqu'un pour les croire et leur donner les outils pour se reconstruire. C'est ce qui rend cela durable. Tu ne crées pas de dépendance. Tu restaures l'indépendance. Lucas leva son verre pour porter un toast. À Manon, qui a transformé son pire cauchemar en la bouée de sauvetage de quelqu'un d'autre.
Ses projets d'entreprise prirent forme avec une sorte d'élan déterminé qui vient de la clarté plutôt que du désespoir. Au-delà de la fondation, Manon développa un service de conseil pour les entreprises souhaitant former leur service des ressources humaines à la reconnaissance et à la réponse aux employés victimes de violences domestiques ou financières. La première entreprise à l'embaucher fut une société de technologie dont le PDG avait vu sa sœur traverser quelque chose de similaire et voulait s'assurer que son lieu de travail pourrait être un refuge plutôt qu'un autre espace où les victimes se sentaient en danger. Manon donna sa première formation à 60 employés, debout devant eux avec Léa dormant dans un porte-bébé contre sa poitrine, et parla avec l'autorité de quelqu'un qui avait vécu ce qu'elle enseignait. La violence ne s'arrête pas lorsque votre employé pointe, expliqua-t-elle, cliquant sur des diapositives qui décrivaient les signes avant-coureurs et les stratégies d'intervention. Les agresseurs financiers surveillent souvent les emails professionnels de leurs victimes, contrôlent leur transport et sabotent leur performance au travail pour augmenter la dépendance. En tant qu'employeur, vous avez le pouvoir de remarquer ces schémas et de mettre les gens en contact avec des ressources qui pourraient leur sauver la vie. La présentation se termina par une ovation debout et des demandes de sessions de suivi, une validation que son expérience avait une valeur au-delà de sa propre guérison. C'était devenu un pont, aidant d'autres à passer du danger à la sécurité. La nouvelle de son travail se propagea à travers des réseaux dont elle ignorait l'existence, atteignant des journalistes qui voulaient faire son portrait, des podcasteurs qui l'invitaient pour des interviews et des conférences qui la demandaient comme conférencière principale. Elle déclina la plupart de l'attention, protégeant sa vie privée et la sécurité de Léa, mais accepta des opportunités sélectives qui correspondaient à sa mission. Une interview pour un magazine, menée dans sa maison avec des accords prudents sur ce qui pouvait et ne pouvait pas être photographié, captura parfaitement sa philosophie. « Je ne veux pas être définie par ce qui m'est arrivé », dit-elle à l'intervieweuse, une femme nommée Clara qui avait abordé l'histoire avec une sensibilité inhabituelle. « Je veux être définie par ce que j'ai fait après. N'importe qui peut survivre à un traumatisme. Tout le monde ne choisit pas de le transformer en un but. C'est dans cette transformation que réside le vrai pouvoir. » L'article intitulé « Renaissance après la ruine, le parcours d'une femme de victime à visionnaire » présentait une photo de Manon dans son jardin, Léa sur sa hanche, entourée de fleurs qu'elle avait plantées elle-même, une métaphore visuelle de la croissance émergeant de la terre brûlée. Stéphane tomba dans l'oubli alors que les conséquences légales se refermaient sur lui avec la finalité d'une porte qui se ferme. Il accepta un accord de plaidé coupable qui le condamna à 8 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Bien que les ordonnances de restitution financière le suivraient bien au-delà de sa libération. Son nom apparaissait occasionnellement dans des articles de mise en garde sur les prédateurs financiers, généralement accompagnés de la même photo d'identité peu flatteuse qui le capturait à son moment le plus bas. Manon ne prononça plus jamais son nom, non pas parce qu'elle avait peur de déclencher des souvenirs douloureux, mais parce qu'il était simplement devenu insignifiant pour le récit qu'elle écrivait. Elle avait passé assez de temps dans son ombre. Le reste de sa vie serait vécu à la lumière du soleil qu'elle créait elle-même. Chloé disparut complètement, sa présence sur les réseaux sociaux effacée, sa carrière de mannequin un lointain souvenir enterré sous le poids de sa propre complicité. Parfois, Manon se demandait si Chloé regrettait un jour de s'être tenue dans ce salon avec des ciseaux, coupant la dignité de quelqu'un d'autre pour un pouvoir momentané. Puis elle se souvenait que certaines personnes étaient incapables de regret. Et elle libérait même cette curiosité, choisissant plutôt de se concentrer sur les femmes qui voulaient changer plutôt que sur celles qui refusaient de reconnaître qu'elles en avaient besoin. Alors que Manon berçait Léa pour l'endormir un soir, ses frères ayant finalement fini d'assembler tous les meubles et étant partis avec la promesse de revenir pour le dîner du dimanche, elle réfléchit au voyage qui l'avait amenée ici. 6 mois plus tôt, elle était une femme qui n'avait rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de cheveux, pas d'espoir. Maintenant, elle possédait une maison, dirigeait une fondation, avait une fille et, plus important encore, possédait une certitude inébranlable de sa propre valeur que personne ne pourrait plus jamais lui enlever. Elle regarda autour d'elle la pièce qu'elle avait créée, les bibliothèques remplies d'histoires de femmes qui avaient surmonté des obstacles impossibles, les photos de ses frères et de sa grand-mère, le berceau où Léa dormirait entourée de sécurité et d'amour. C'était plus qu'une guérison. C'était une renaissance. Elle n'avait pas retrouvé son ancienne vie. Elle en avait construit une nouvelle à partir de zéro, plus forte et plus brillante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pendant ces nuits sombres où la survie semblait impossible, alors qu'elle embrassait le front de sa fille et murmurait des promesses sur l'avenir qu'elle construirait ensemble, Manon réalisa quelque chose de profond qui lui amena des larmes de joie plutôt que de douleur. Elle n'avait pas seulement survécu à la pire chose qui lui soit jamais arrivée.
Elle l'avait transformée en catalyseur pour devenir la meilleure version d'elle-même. Et cette transformation, ce refus de laisser la cruauté définir son destin, était la plus vraie victoire qu'elle pouvait avoir. Merci d'avoir regardé et abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous regardez. Que Dieu vous bénisse.